Je vous prie, la séance est ouverte. Je vous prie d'excuser ces 2 minutes de retard, mais j'avais un rendez-vous téléphonique qui s'est cristallisé à ce moment-là avec notre ambassadeur à Berlin, et il fallait que je lui parle. Nous avons donc une séance qui a lieu seulement en milieu de matinée. Le milieu de matinée étant 11 heures, bon, et non pas 7h30 comme le disait un vieil amiral catholique qui disait c'est bien que la messe de 7 heures, c'est que ça permet de couper la matinée en deux. Si elle commence tard, c'est parce que nous avons dû reporter pour des raisons diverses qui tiennent notamment à l'indisponibilité personnelle d'un des deux co-rapporteurs, le rapport que nous attendons tous avec beaucoup d'impatience sur la réforme du Quai d'Orsay. Donc c'est reporté au mois de janvier et donc nous abordons la seconde partie de notre programme, c'est-à-dire l'audition du directeur général de l'ANSSI. Alors c'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur pour nous tous que de recevoir M. Guillaume Poupart, qui est déjà venu parmi nous, directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ANSSI, l'ANSSI. C'est d'autant plus solennel, c'est l'heure solennelle, comme on dit, que c'est, vous me le disiez, votre dernière intervention en public, puisque vous allez quitter vos fonctions à la fin du mois de décembre, et que nous aurons affaire à un successeur que, conformément à la bonne logique des prises de décision dans la République française, n'est pas encore désigné. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation et je formule d'ores et déjà, pour la suite de votre carrière, un homme aussi jeune et dynamique que vous a une longue carrière devant lui, pour la suite de votre carrière, je formule les meilleurs vœux. Vous êtes l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a été instituée par un décret du 7 juillet 2009. Elle est l'héritière, depuis la direction technique des chiffres créée en 1943 à Alger, d'une longue série d'organismes chargés d'assurer la sécurité des informations sensibles, notamment de l'État. À vrai dire, je trouve que cette naissance cette origine pointée en 1943 est très courte, car vous êtes en réalité l'héritier de la célèbre dynastie des Rossignols que Richelieu avait mise en circulation lors de son ministère et qui a valu à la France le meilleur des chiffres de tout l'Ancien Régime pendant un siècle et demi, pratiquement jusqu'à la Révolution française. Les Français étaient les rois des chiffres. Et les Anglais, qui sont de grands spécialistes de cette question, comme on le sait, on a encore vu récemment le film admirable sur Enigma et sur le drame de M. Turing, le savent, ont toujours reconnu cette compétence française. Alors vous êtes donc l'héritier d'une très grande tradition nationale, et il faut le savoir. Alors c'est un service à compétence nationale qui est rattaché au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, et qui a pour mission de veiller à la sécurité des systèmes d'information de l'État, de conseiller et de soutenir les administrations et opérateurs d'importance vitale, mais aussi de contribuer à la sécurité de la société de l'information, notamment en participant à la recherche et au développement des technologies de sécurité et de leur promotion. Vous-même, monsieur le directeur général, vous avez accompagné la mise sur les fonds baptismaux de cette agence. Vous êtes un ingénieur de l'armement, spécialiste en cryptographie et en cyberdéfense. Vous avez été expert, puis chef de laboratoire de cryptographie de la Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, structure qui sera transformée en 2009 pour devenir l'ANSSI. Vous avez apporté donc, dans ce secteur fondamental, beaucoup,
et vous êtes la démonstration que dans l'administration française, ce n'est pas nécessairement celui qui ne connaît rien aux questions techniques qu'on place à la tête des services correspondants. C'est un des événements qui méritent d'être salués. La Revue nationale de stratégique 2022 accorde une place, évidemment, nous avons reçu M. Bouillon à cet égard, une place importante à ce qu'on appelle, avec ce mot très à la mode, la résilience cyber. Bien que des efforts importants aient été menés en la matière, des attaques d'ampleur restent possibles dans des secteurs critiques, ainsi que l'ont montré les récentes actions cybercriminelles contre un certain nombre d'hôpitaux, contre la ville de Caen, les départements de Seine-Maritime et de Seine-et-Marne. La revue stratégique appelle à une démultiplication de l'action des pouvoirs publics en s'appuyant sur un écosystème public et privé. J'imagine que vous pourrez nous en dire plus à ce sujet. Mais bien évidemment, vous ne serez pas surpris que notre commission souhaite vous entendre sur la dimension internationale des mesures et des contre-mesures s'agissant du cyber. Les conflits en Ukraine, l'expansionnisme économique de la Chine, les rivalités commerciales constituent autant de motifs de vigilance. En réalité, nous posons 3 questions, me semble-t-il. Comment définir exactement, en termes de conflictualité, cette zone grise intermédiaire entre la guerre classique et la guerre froide ou la tension diplomatique? C'est comment analysez-vous cela? À quel moment estimez-vous qu'il y a franchissement d'une ligne qui passerait de la simple intimidation à l'action violente? Deuxièmement, nous sommes évidemment très préoccupés par notre État, nous Français et nous Européens, dans la course. Est-ce que nous sommes au niveau? Est-ce que nous serons au niveau? Nous faisons des efforts. Ces efforts sont-ils suffisants? Nous avons été très frappés, je donnerai un exemple, quand les Ukrainiens sont arrivés, de voir que ce peuple et cet État qu'on considérait avec beaucoup de condescendance avant le 24 février, avaient en réalité en matière de cyber des compétences, une agilité extraordinaire qui faisait envie à beaucoup et peut-être même pour certains, dans certains domaines, à nous. Et troisièmement, comment effectivement concevez-vous le dispositif mesure contre mesure? À vrai dire, on voit bien ce qu'on peut faire pour dissuader les agresseurs à partir du moment où nous avons en face de nous des adversaires identifiés. On voit beaucoup, donc, notamment des États. On peut leur dire, un peu comme ce que font les Américains, Vladimir, on t'a vu. Et effectivement, on peut opposer une dissuasion qui est très, très nette, mais face à des acteurs criminels, etc., c'est évidemment beaucoup plus difficile. Toutes ces questions sont très importantes. Vous analysez le nombre d'actes malveillants signalés à l'ANSSI, vous estimez qu'il a augmenté de 37% entre 2020 et 2021. Donc nous sommes bien là, au cœur d'un véritable problème. Voilà, monsieur le directeur général, nous souhaitons que vous nous dressiez un panorama de l'état de la menace cyber et de son évolution aujourd'hui. Et je vous donne sans plus tarder la parole, sachant que les groupes vous interrogeront dans les conditions que je vous ai exprimées tout à l'heure, c'est-à-dire ils parleront l'un après l'autre de 2 minutes et demie et vous essaierez de répondre, vous répondrez, mais vous essaierez de répondre dans un délai qui est à peu près comparable à celui-là. Monsieur le directeur général, vous avez la parole, en plus de mes remerciements pour être là. Monsieur le Président, merci beaucoup, mesdames et messieurs les députés. Donc c'est vrai que c'est un peu mon... Oui, c'était mon audition testamentaire. On va essayer de faire le testament sans mourir. Normalement, ça se fait avant, quand c'est bien fait. L'idée étant vraiment de partager avec vous, comme j'ai eu la chance de le faire à de nombreuses reprises pendant ces années, à la fois l'état de la situation en termes de cybermenaces, l'ambition de la France telle que je la comprends et telle que j'ai contribué à la porter pendant des années, et puis tout ce qui reste à faire, parce qu'on est dans un domaine qui est extrêmement dynamique, qui évolue extrêmement rapidement, et sur lequel
j'ai évidemment un biais, mais je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant, et notamment à votre niveau. Sur la menace, depuis quelques années, on a trois grands types de menaces qui se dessinent assez clairement. On a une menace de nature criminelle qui est choquante, tout ça est abject. On le voit régulièrement avec les attaques contre nos hôpitaux, par exemple. Les médias s'en font largement l'écho. Des attaques contre nos collectivités locales. En ce moment, ce sont les régions, les départements. Enfin, il y a une victime par semaine. C'est quelque chose d'absolument dramatique. Je reviendrai après sur les causes probables de cette situation. Mais on voit bien quand même qu'il y a une sorte d'avantage aux attaquants. Et la nature de ces adversaires est vraiment de nature criminelle. Parfois, on a des doutes, on peut se dire, est-ce qu'il y a des liens avec des États, est-ce qu'ils sont protégés par des États? Bon, on peut toujours s'interroger. Je pense que fondamentalement, il ne faut pas complexifier la situation. On a affaire à des mafias qui peuvent être n'importe où sur la planète, qui se placent évidemment là où elles ont peu de risques d'être embêtées, donc dans des pays qui les laissent faire, voire qui les protègent, en tout cas dans des pays où la coopération judiciaire n'est pas développée avec la France et le monde occidental en général. Ce qui d'ailleurs fait confondre très souvent ces groupes d'attaquants russophones, comme on dit dans le jargon de l'ANSSI, avec des attaques de nature étatique. Je ne pense pas que ce soit de nature étatique, mais tous les efforts ne sont pas faits, évidemment, pour lutter contre ces menaces. Et à chaque fois, le schéma, il est toujours un petit peu le même. C'est un schéma où les attaquants vont rentrer dans les systèmes d'information, vont rentrer dans les réseaux, vont voler les données, vont les détruire, vont les chiffrer. Enfin, tout est permis, hein, c'est eux qui ont l'avantage. Et après, la pression qui est mise sur les victimes est absolument terrible, avec un but unique de la part de l'attaquant qui est de faire chanter la victime pour récupérer une rançon. Et ces rançons, aujourd'hui, elles sont très élevées. On parle en millions, en dizaines de millions. Certaines sont payées, c'est un débat qui est complexe. Nous, évidemment, on est contre le paiement des rançons pour l'effet systémique que ça génère. Mais en toute franchise, je comprends certaines victimes qui sont vraiment au bout du désespoir quand elles se disent tant pis, perdu pour perdu, essayons de sortir du problème comme ça. Donc un vrai débat. Mais en tout cas, ce que ça génère, c'est énormément d'argent pour les groupes criminels qui réinvestissent et qui sont de plus en plus puissants. Donc ça, c'est la première très grosse menace. Je ne sais pas si on a atteint un pic. L'accélération diminue. Vous voyez, donc si vous êtes optimiste ou pessimiste, vous interprétez cette phrase comme vous voudrez. La deuxième menace, celle que j'agite depuis maintenant presque 9 ans, qui occupe à 80% mes services opérationnels, dont on parle très peu, parce qu'elle est très dérangeante, c'est celle de l'espionnage. On en parle très peu parce que personne n'a envie d'en parler. Les victimes n'ont pas envie d'en parler, les attaquants encore moins. Nous, on est là pour aider les victimes, donc c'est vrai qu'on est condamné quelque part à dire que c'est très grave, mais sans pouvoir donner beaucoup de détails. Sachez que la pression qui est mise sur notre économie, sur nos institutions, sur nos administrations, en termes d'espionnage, est absolument colossale. 80% de l'action de l'ANSSI est consacrée à lutter contre de l'espionnage, contre des systèmes critiques. Et là, face à nous, là, on n'a plus affaire à des criminels. Enfin, ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. On a affaire à des États qui ont bien compris que l'information, aujourd'hui, elle se trouvait au fin fond des réseaux informatiques et que la manière à la fois la plus rapide et la moins risquée d'aller chercher l'information la plus sensible, c'était l'attaque informatique. Et je suis bien incapable de vous faire un bilan des conséquences de cet espionnage. C'est juste que, voilà, en mettant bout à bout simplement ce que j'ai eu à connaître pendant ces années, ça donne froid dans le dos en termes d'impact économique, mais également en termes d'impact sur notre sécurité nationale. Parce que ceux qui sont ciblés, évidemment, ce sont ceux qui sont stratégiques, et que ce soit du côté du secteur privé avec nos industriels, ou bien du côté du public, eh bien évidemment, nos adversaires savent quelles sont les bonnes cibles et où est-ce qu'il faut attaquer. Donc cet espionnage, c'est quelque chose de massif, qui nous coûte très cher, et voilà, probablement qui nous met en danger. Et puis la troisième menace, pour être très court, hein, tout ça, je résume. La troisième menace, c'est une menace que je qualifierais de nature militaire, au sens très intuitif du terme. Il faut bien comprendre que le numérique, c'est pas quelque chose de différent du monde réel. Il n'y a pas un monde numérique et un monde réel. Tout ça est complètement associé aujourd'hui, intimement intriqué. Si vous allez dans n'importe quelle entreprise, le numérique est partout.
évidemment dans la bureautique, mais également au niveau de la production. Tous les systèmes sont commandés numériquement aujourd'hui et ça va continuer à se développer. Tout se numérise. Notre vie privée se numérise. Tout se numérise. Et donc, par le biais d'attaques informatiques, on peut certes accéder à l'information, pour faire de l'espionnage ou pour mettre en œuvre ces mécanismes criminels que je décrivais en introduction, mais on peut aussi détruire des systèmes. Si vous avez accès à des systèmes industriels, si vous avez accès à des systèmes qui gèrent des bâtiments, si vous avez accès à des systèmes critiques dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'énergie, un sujet évidemment très sensible en ce moment, dans tous les secteurs critiques, eh bien, par de l'attaque informatique, aujourd'hui, on peut obtenir des effets destructeurs qui sont au moins aussi importants que ce qu'on peut obtenir par des moyens classiques, ce que mes collègues militaires qualifient de cinétique parfois, de manière amusante, mais le numérique, l'informatique permet d'obtenir des effets incroyables. Jusqu'à maintenant, on a eu peu d'attaques de cette nature-là, mais on en a eu. Et il faut se préparer à en avoir de plus en plus dans les années à venir, parce que mais simplement le monde est comme ça. Toutes les grandes armées, et parfois même les petites, conçoivent des capacités offensives cyber, un peu à des fins d'espionnage, mais beaucoup à des fins militaires, en complément des capacités classiques. Donc ça, c'est le monde dans lequel on va vivre et dans lequel il va falloir que l'on se protège. Alors pour réagir à ça, l'ambition nationale, celle qui nous anime dans le petit écosystème quelque part qui porte ce sujet-là, pour le dire très simplement, il est de faire partie du premier cercle. Il y a la Ligue 1 et la Ligue 2 en cyber. La Ligue 1, ce sont les pays qui sont souverains, autonomes, qui sont capables de se protéger, de se défendre, de maîtriser leur système numérique et probablement d'attaquer également. La défense et l'attaque étant intimement liées, mais je vais y revenir. Ça, c'est la Ligue 1. La Ligue 2, ce sont les autres pays qui ne sont pas capables de faire ça complètement. Et donc, qui sont condamnés à devoir rechercher une forme de protection. Donc, à être un peu des vassaux. Je suis désolé de ce terme un peu choquant. Mais si on est en Ligue 2, on n'est plus souverain, on n'est plus autonome. Et donc, on doit rechercher des logiques de protection et de coalition. L'ambition de la France est d'être en Ligue 1. Être en Ligue 1, aujourd'hui, ça veut dire être dans le même groupe que les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël probablement. Et j'ai probablement fait le tour. Donc il en manque beaucoup par rapport aux grands pays habituels auxquels on pense en termes de puissance. Et jouer quelque part dans cette cour-là, c'est évidemment complexe, puisque en termes de moyens, les chiffres ne sont pas les mêmes. Et donc notre ambition, elle est celle-là. Et cette ambition, elle s'appuie aujourd'hui sur une démarche qui est double. D'abord, s'appuyer, avoir une véritable ambition en termes de défense, en termes de protection. On a été... Il n'y a pas à en être fier ou pas fier, mais on a été précurseur dans pas mal de domaines pour gagner du temps, aller le plus vite possible en termes de développement d'une cybersécurité ou d'une cyber-résilience, comme on dit aujourd'hui, qui soit au niveau, qui nous permettent de jouer en Ligue 1, mais le tout avec des moyens limités, évidemment. Et puis, dans le même temps, alors c'est pas mon domaine, donc je ne fais que l'évoquer, mais j'en parlerai pas plus, eh bien, il y a le développement d'une capacité offensive. La France développe une capacité offensive cyber. C'est absolument essentiel. Si on veut être efficace, si on veut être crédible, si on veut jouer en Ligue 1, il faut une capacité offensive. Et tout l'enjeu ensuite, c'est d'être capable de faire fonctionner ensemble ces deux capacités qu'on a voulu séparer, contrairement à certains de nos alliés, notamment anglo-saxons, qui depuis l'origine ont quand même tendance à mélanger un petit peu les deux. Nous, on est convaincus depuis le départ que l'attaque et la défense doivent être séparées, mais doivent être capables de se parler. Et aujourd'hui, alors que je vous parle, ça a pris des années à construire ça, mais on a une situation qui reste fragile, car très liée à l'humain, mais qui est réelle, où l'attaque et la défense sont capables de se coordonner de manière à répondre aux agressions et à proposer des stratégies au plus haut niveau de l'État, comme on le fait, heureusement, malheureusement, je ne sais pas comment il faut dire, de plus en plus souvent. Au-delà de cette organisation très, très étatique, on ne fait pas de cyber uniquement au niveau de l'État. Je disais que par certains aspects, ça devient une capacité militaire, mais le secteur privé est absolument essentiel. Au moins à deux titres. D'abord parce que chacun doit se défendre. Il n'y a pas de bouclier cyber.
J'entends parfois cette expression et je la comprends parce qu'elle renvoie une image rassurante, mais ça n'existe pas les boucliers cyber. On peut peut-être faire des boucliers antimissiles, j'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste, on ne peut pas faire de boucliers cyber. On baigne tous dans un numérique qui est très interconnecté. Donc voilà, chercher à mettre des limites, des barbelés et tout ça dans ce monde cyber, ce n'est pas possible. Ça veut dire que chaque entreprise, chaque administration, chaque individu, à son échelle, doit développer un petit bout de ce bouclier général. Et donc ça veut dire que tous nos opérateurs critiques, notamment, on y travaille avec eux depuis fin 2013, de manière très, très insistante, eh bien, tous nos opérateurs critiques doivent assurer par eux-mêmes une part importante de leur propre sécurité. Et aujourd'hui, je citais l'énergie tout à l'heure, on est quand même très content d'avoir démarré ce travail-là en 2014 pour arriver à une situation aujourd'hui où on est relativement serein sur notre capacité à résister d'un point de vue cyber pour passer l'hiver, mais où on sait très bien en même temps que des attaques pourraient venir perturber un équilibre que l'on sait être fragile. Donc ça, c'est le privé qui se protège. Ce sont les acteurs, et le public aussi d'ailleurs, ce sont les acteurs qui se protègent, et il y a aussi les acteurs qui apportent des éléments de protection. On travaille énormément avec tout un écosystème d'acteurs privés qui sont là pour apporter de l'expertise, du savoir-faire, des produits, des services, pour aider chacun à se protéger. Bien évidemment, il y a des offres internationales qui existent. Les offres américaines, israéliennes sont de haut niveau, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais dans cette logique de souveraineté et de jeu en Ligue 1, on a besoin également de maîtriser certaines de ces technologies, certaines de ces solutions. Et c'est ce que l'on fait avec tout un écosystème qui est très, très vivant en France. Et qui se concrétise notamment dans le cadre d'un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui est celui du campus cyber, qui a ouvert il y a quelques mois, et qui réunit près de Paris, à la Défense, au sein d'un bâtiment moderne, tous ces acteurs qui ont envie de travailler ensemble en associant le monde de la recherche, l'administration, les startups, les grands groupes, de manière extrêmement efficace. Donc une cyber efficace, ça passe aussi par ça, par cette capacité à jouer en équipe, pas uniquement au niveau étatique, mais également avec tout cet écosystème privé. Et puis après, bien évidemment, il y a des questions de coopération. Coopération qui sont majeures mais complexes. Coopération bilatérale, avant tout. Il ne faut pas s'arrêter à ça, mais il faut toujours garder à l'esprit que les gens avec nos partenaires, nos alliés, peuvent parfois être nos adversaires. C'est une des originalités du cyber qui complexifie les choses, mais qui n'empêche pas la coopération, bien au contraire. Donc on a développé des coopérations bilatérales de grande qualité avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, avec l'Allemagne. Et on a besoin de cette coopération. Des coopérations plus multilatérales, avec évidemment pour nous deux grandes coalitions que sont d'un côté l'Union européenne et de l'autre côté l'OTAN. L'Union européenne est une priorité pour nous depuis plusieurs années, et ça n'a été que boosté par la présidence française de l'Union européenne en début d'année, au premier semestre, où le cyber a été un sujet majeur. Et avoir une Europe qui se protège, une Europe qui est capable d'avoir un droit commun et qui réglemente efficacement, c'est essentiel. Une Europe qui est capable de faire front uni face aux menaces, c'est encore en construction, mais c'est quelque chose auquel on croit énormément et où la France a un rôle majeur à jouer. Et le fait d'être capable d'implémenter une vraie solidarité européenne, c'est-à-dire si un pays se fait attaquer et a besoin d'aide, demande de l'aide, comment est-ce qu'on fait pour aller l'aider, ça reste un sujet absolument majeur. On voit à peu près comment faire, mais on n'est pas au bout du chemin, très clair. Et puis l'OTAN revigorée, évidemment, depuis le début de l'année. L'OTAN qui, un petit peu dans la même logique, qui est d'être capable d'apporter une aide à des pays de l'OTAN qui pourraient en avoir besoin. On a expérimenté depuis la rentrée, depuis septembre, avec des attaques contre le Monténégro, des attaques contre l'Albanie, des attaques d'origine criminelle ou étatique, ça dépend des cas, où finalement ces pays ont demandé de l'aide et où on se rend compte que c'est pas si simple d'apporter de l'aide. Mais donc l'OTAN au niveau cyber va également être un sujet absolument majeur dans les années à venir. Et puis il y a un sujet international au sens global du terme. Je suis persuadé qu'on ne peut pas parler de cybersécurité et de règles ou de droit international dans le domaine cyber en parlant uniquement avec des alliés, avec des acteurs like-minded, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui pensent comme nous. Il faut être capable de parler avec nos adversaires. C'est plus ou moins facile. Ça peut être à la limite du burlesque parfois, mais c'est absolument essentiel d'aller au contact de nos adversaires, de ceux qui ne pensent pas comme nous, pour voir comment est-ce qu'on fait pour fixer des règles. Comment est-ce qu'on fait pour que cet espace numérique, qui est quand même un espace commun
à l'échelle internationale ne devienne pas une sorte de Far West où chacun invente son propre droit et s'arroge la possibilité de faire des choses que d'autres pourraient trouver absolument scandaleuses. Donc ça, c'est un débat qui va durer très longtemps, hein, qui se fait beaucoup à l'ONU, évidemment, qui est porté notamment en France par Henri Verdier, notre ambassadeur numérique, avec qui on travaille étroitement. Mais voilà, ça peut paraître un peu vain par certains, parce qu'on sait que ça ne va pas produire des résultats à très court terme, mais si on n'est pas capable d'avoir cette discussion à l'échelle réellement internationale, eh bien on va créer un Far West qui sera absolument dramatique. Une remarque sur l'Ukraine, vous mentionniez l'Ukraine, j'y reviens parce que c'est assez remarquable ce qui se passe en Ukraine. Je partage votre remarque. Nous, on était restés sur un pays faible, pour être très clair. Pays faible qui s'était fait largement attaquer à partir de 2015, 2016, énormément en 2017. Pays qui pour nous était d'ailleurs une sorte de laboratoire. Enfin, pas que pour nous d'ailleurs, probablement pour la Russie aussi. Là. Donc la Russie testait ses armes et nous on observait les conséquences que pouvait avoir de l'attaque cyber sur une société. Et dès cette époque-là, on avait bien vu que l'économie, l'énergie, les transports, tous ces secteurs absolument critiques pouvaient être très fortement perturbés par de l'attaque cyber. Et c'est vrai qu'en toute franchise, on était resté sur un pays un peu faible et on les a redécouverts au début de l'année, au contraire extrêmement résilients. Et à un moment où le président de la République nous demande d'être le premier pays au monde en termes de cyber-résilience, c'est sa demande. Je suis ravi qu'on ait de l'ambition, mais voilà, on veut être premier, on veut être tout en haut de la boîte. Eh bien, finalement, l'expérience de l'Ukraine, le modèle ukrainien est très intéressant et nous montre que on a encore probablement des choses à faire, mais que c'est atteignable en même temps. L'Ukraine aujourd'hui réussit à résister à la Russie malgré des efforts considérables qui sont faits en termes d'attaque informatique. Ça pose également des questions de souveraineté, puisque si l'Ukraine résiste aujourd'hui, c'est en partie par ce qu'elle fait, mais également par le soutien qu'elle a de la part d'industriels, de grands industriels, notamment américains, qui quelque part l'aident à préserver sa souveraineté et en même temps l'en dépossèdent d'une certaine manière. Donc on a un sujet qui va être intéressant dans les années à venir, de voir quel est le rôle que peuvent jouer, que doivent jouer, et quelles sont les limites que l'on doit mettre à ces acteurs qui ne sont pas des États, par nature, qui peuvent apporter énormément, mais qui peuvent également représenter un véritable danger. Enfin, dernier point, vous avez cité le terme de dissuasion. C'est un vrai sujet finalement, et ça renvoie aux sources de nos problématiques. Comment est-ce qu'on fait pour empêcher les attaques, avant tout? Donc pour empêcher les attaques, il n'y a pas de mystère, la première chose à faire, c'est de se protéger. Si on ne se protège pas, de toute manière, les attaques, elles arriveront, que ce soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, de n'importe qui, et on aura du mal à s'en prémunir. Donc il faut avant tout se protéger. C'est frustrant, mais je répète une fois de plus, je l'ai fait de nombreuses reprises ici, mais la meilleure défense, c'est la défense. Si on n'est pas capable de se protéger, si on n'est pas capable de maîtriser nos systèmes numériques, si on n'est pas capable d'empêcher une grande partie des attaques, et quand bien même on ne les empêcherait pas d'être capable de les détecter, eh bien tout le reste est vain, fondamentalement. Après, une fois qu'on a fait ça, c'est pas suffisant, parce qu'une défense qui consisterait à encaisser des coups en gardant les mains dans les poches ne serait pas efficace. Raison pour laquelle, là encore, l'équilibre qu'il faut être capable de rechercher avec la partie offensive et d'autres leviers d'action, puisqu'il n'y a pas que l'offensif pour répondre à des attaques informatiques. Tous les leviers diplomatiques, juridiques, de sanctions, tout est envisageable, évidemment, et tout est envisagé aujourd'hui dans les attaques qui nous touchent. Eh bien, tout ça doit être mis en œuvre de manière à dissuader nos adversaires, à élever le coût des attaques pour eux et à trouver une sorte d'équilibre et idéalement d'aboutir à une forme de dissuasion. Évidemment, dans ce cadre-là, la question de l'attribution revient régulièrement. Nos alliés anglo-saxons en ont beaucoup fait d'attribution, avec un résultat, toujours très dur de dire est-ce que c'est efficace ou pas. En tout cas, ça n'a pas arrêté les attaques, très clairement. Nous, on en fait de plus en plus. On a également expérimenté de l'attribution privée, si je peux utiliser ce terme, c'est-à-dire aller voir ceux que l'on pense être nos agresseurs pour leur dire ça c'est inadmissible. Donc ça on le fait régulièrement. Mon sentiment c'est que c'est pas moins efficace que de l'attribution publique, en tout cas ça doit être envisagé également comme un levier possible. Mais ce qui est certain, et ce sera ma conclusion, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui la martingale qui permet de nous protéger définitivement contre toutes les attaques graves qui peuvent toucher notre nation. Ces attaques, elles vont continuer. Et le fait de rester très ambitieux dans le fait
de jouer en Ligue 1 de la cyber, c'est à mon avis quelque chose d'absolument essentiel. Je vous remercie. Merci infiniment. C'est une introduction extrêmement éclairante, très charpentée, qui nous permet effectivement de rentrer pleinement dans le débat et de vous poser ce que les groupes et les parlementaires vont faire maintenant, vous poser des questions, les questions précises qu'appelle votre excellent exposé introductif. Alors le premier groupe à s'exprimer, c'est Horizon et Apparentés, et c'est notre collègue M. Portarieux qui je donne la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci à Monsieur pour sa présentation à la fois claire et quand même un peu vertigineuse. En août 2021, votre agence a publié un guide et des recommandations visant à renforcer la sécurité des objets connectés. Ce guide s'avère très utile à l'heure où nos montres, nos téléviseurs, nos compteurs électriques et bientôt nos frigos, nos lunettes sont sujets à une porosité croissante en étant intimement reliés. Alors, au-delà des questions domestiques, ce phénomène concerne aussi des secteurs beaucoup plus sensibles, comme l'aviation, puisque la Commission européenne a autorisé l'utilisation de la 5G pendant les vols à partir du mois de juin 2023. On a donc le sentiment d'être de plus en plus vulnérable, surtout que la plupart de ces objets ne sont soumis à quasiment aucune réglementation. Alors, si l'essor des objets connectés semble absolument inévitable, comment parvenir à maîtriser les conséquences néfastes et limiter les risques d'intrusion et de piratage dans notre propre vie quotidienne? Pensez-vous que la connectivité croissante des objets et les problèmes de sécurité et de souveraineté, vous avez même parlé de Far West, ne soient qu'une question de réglementation européenne? Autrement dit, le droit peut-il encadrer et maîtriser les progrès dans le numérique, ou est-il déjà trop tard? Est-ce que nous sommes déjà, dans le monde des objets connectés, dans le monde sans fin que décrit le philosophe Miguel Benassayag, par exemple? Merci. Merci, monsieur le député de Haute-Garonne. Maintenant, pour le groupe écologiste... pardon, oui, vous répondez, excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude de nos méthodes. Je suis vraiment... Allez-y. Le point que vous mentionnez est très important. La mauvaise réponse à la question essentielle que vous soulevez serait de dire c'était mieux avant, c'était mieux quand il n'y avait pas d'objets connectés. Ces objets, ils sont là, le monde se connecte, tout se développe, tout devient plus efficace, plus dangereux peut-être, mais plus efficace aussi. Et donc nous, on résiste constamment à la tentation de se dire « Oula, tout ça c'est dangereux, donc on va éviter ». Donc notre rôle, on l'a toujours pensé comme étant un rôle d'accompagnant. Il faut être capable d'accompagner ce progrès technologique et le faire dans de bonnes conditions de sécurité. Et parfois, aux limites, ça nous amène à dire « Non mais ça faut pas le faire ». Ça faut pas le faire parce qu'on ne saura pas le faire dans de bonnes conditions de sécurité. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par une coopération avec les acteurs qui sont des acteurs de confiance pour nous. Vous avez cité l'aviation. On travaille avec Airbus depuis très longtemps maintenant, de manière à ce que les avions d'aujourd'hui et de demain soient pensés en termes de cybersécurité. Je cite Airbus parce que justement la coopération est exceptionnelle, de qualité, et ils ont très bien compris qu'ils ne pouvaient pas prendre un tel risque. Si maintenant on regarde dans d'autres secteurs, comme par exemple l'automobile, je serais moins optimiste entre nous, parce que les questions de coûts ne sont pas les mêmes. Quand on parle à un constructeur automobile, quand on lui dit qu'un truc va coûter 1 euro de plus par voiture, eh ben c'est 1 euro de plus. Dans un avion, 1 euro de plus, c'est tout à fait acceptable en général. Donc il y a ces cas-là. Il y a un autre cas pour illustrer, c'est celui des compteurs Linky, dont on a beaucoup parlé. Je ne reviens pas sur une polémique qui était parfois un peu exagérée. Nous, on a travaillé dès le départ avec Linky, en se disant que bon, un compteur qui se fait attaquer, je suis désolé, mais tout le monde s'en moque. Mais ces compteurs, là, souvent, ils sont sur la rue, donc ils sont vulnérables d'un point de vue physique. Mais, par le biais du cyber, c'est pas un compteur qui potentiellement pourrait être attaqué si c'était mal fait. Ce seraient des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de compteurs. Et quelque part, si vous êtes capable d'éteindre les compteurs, eh ben, c'est à peu près aussi grave que d'éteindre la production. Et je suis sûr qu'il se passe quelque chose quelque part au sein du réseau. Et donc on a travaillé dès le départ avec Linky de manière à faire en sorte que ces compteurs soient considérés comme des objets de sécurité. Ce sont des objets connectés, des objets communicants par nature, et il faut les sécuriser. Donc la première réponse à votre question, c'est travailler avec les bons acteurs. La deuxième réponse, c'est une réponse réglementaire. Et cette réponse, elle ne peut pas être nationale, elle doit être européenne. Voire plus après, on fera école à mon avis. Mais on travaille actuellement
à l'échelle européenne sur un texte qui s'appelle le Cyber Resilience Act, qui vise exactement à faire ça, c'est-à-dire fixer des règles pour ces objets, tous ces objets numérisés, de manière à ce que ces objets soient de confiance. Et c'est très complexe parce que leur conception, leur usage, leur évolution doit être pensée en termes de sécurité, alors que parfois on ne sait même pas où sont les fabricants. Ils peuvent être très loin et hors de France. Donc le fait d'avoir une sorte de marquage CE, mais adapté au numérique, qui garantisse la sécurité des objets, c'est essentiel et ça passe par l'Europe. Parfait, parfait. Vous avez vraiment répondu de façon très substantielle en très peu de temps. Pour le groupe des écologistes apparentés, Monsieur Julien Laferrière. Hubert, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Poupard, merci. J'avais une question, mais à la fois le Président et vous-même, vous y avez répondu sur la qualité de la cyber-résistance ukrainienne ces derniers temps. Je crois que c'est assez édifiant, mais bon, vous avez effectivement largement développé cela, et effectivement, ça doit nous donner à nous à réfléchir, parce que depuis maintenant 4 ans, le budget militaire est en progression, et je voulais savoir si vous estimez que dans cette progression du budget militaire, est-ce qu'on a donné une place assez importante à la cyber-résistance. J'ai lu quelque part que la multiplication des attaques avait coûté ces dernières années près d'1 milliard de dollars à l'économie mondiale. Est-ce qu'on est capable, sur ces 1 milliard de dollars, sur ce milliard de dollars, de dire ce que ça a coûté à la France? Et encore une fois, est-ce que notre budget militaire aujourd'hui donne assez de place à la cyber-résistance? Et est-ce que le décret de 2020 qui porte sur notre stratégie de cyber-résistance, est-ce qu'il a donné d'autres choses aujourd'hui que la création d'une stratégie, d'une agence? Est-ce qu'aujourd'hui on a effectivement dans les actes, dans les budgets, des résultats de ce décret qui vise effectivement à être dans la Ligue 1 demain de la cyber-résistance mondiale? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député du Rhône. À vous, monsieur le directeur général. Éteins ton... Voilà, merci. Oui, l'Ukraine, c'est un modèle, j'y reviens pas, c'est vraiment intéressant. Mais ça s'est pas fait tout seul, ça s'est fait au prix de vrais efforts. Moi, ce que j'ai pu voir pendant presque 9 ans, c'est en effet un cyber qui est une priorité nationale, y compris en termes de budget. Sachant que ça ne coûte pas si cher que ça, le cyber. Parce qu'on est essentiellement, finalement, sur la ressource humaine. Donc les difficultés sont plus ailleurs. Elles sont d'être capables d'embaucher des experts, de les payer correctement, de les former, ces experts. Voilà, le sujet il est là, c'est là la complexité. Mais quand on regarde le coût du cyber par rapport à le coût d'autres capacités, la comparaison n'est pas raison, mais on est encore sur quelque chose qui coûte peu et qui est une assurance par contre extrêmement élevée. J'ai pas de chiffre malheureusement qui soit fiable. Vous citez le chiffre d'1 milliard. Pour moi, c'est plusieurs milliards rien qu'en France, le coût des attaques informatiques. Mais c'est très très dur d'en faire le bilan. Dans les réflexions qui nous animent d'ailleurs, en ce moment autour de la LPM, autour des futures priorités, je vais être très, très direct. Moi, ma crainte, elle est quelque part que chacun, dans son segment, dans son silo, se sente renforcé dans la nécessité d'en faire plus et d'avoir plus de moyens. Donc, et ça, je l'entends, et c'est légitime par des gens qui sont honnêtes en le disant, mais en s'inspirant de ce qui se passe en Ukraine, eh bien, il faut plus de chars, il faut plus de canons, il faut plus de bateaux, il faut plus d'avions, il faut plus de tout, fondamentalement. Ma très grande crainte, ce serait que ce soit au détriment du cyber. Il y a un équilibre à trouver. Je ne sais pas si on aura besoin de canons pour protéger la France. Ce n'est pas mon domaine. Je suis certain qu'on aura besoin de cyber pour protéger la France dans les années à venir, quelle que soit l'évolution géopolitique. Et donc, dans les enjeux, dans les choix qui vont devoir être faits, puisqu'on ne peut pas tout faire, je pense qu'il faudra préserver la dynamique de croissance cyber qui est aujourd'hui au sein du ministère des Armées et plus généralement. Il faut continuer à embaucher des cybercombattants, comme dirait le ministère des Armées. Il faut internaliser tout ça parce que dans le domaine de l'attaque, ça ne se sous-traite pas. C'est fondamentalement régalien. Et dans le domaine de la défense, et je
je vais plaider un petit peu pour ma boutique, il faudra continuer quand même à nous donner les moyens, qui sont des moyens croissants, qui ne sont pas énormes. On est 600, c'est beaucoup et pas beaucoup, 600 finalement, pour le travail qui est réalisé et ce que ça rapporte d'une certaine manière. Mais on aura besoin de rester très vigilant sur ces budgets, qui vont être contestés quelque part par d'autres secteurs en termes de défense. Merci infiniment. Maintenant, pour le groupe GDR, groupe Gauche démocrate et républicaine, c'est M. Le Gailly, qui est député de la Polynésie française. Allez-y, chers collègues. Maruru, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, chers collègues Yaorana, comme vous l'avez dit dans votre introduction, les cyberattaques se multiplient et se diversifient. J'aimerais poser trois grands thèmes. Le premier sur la relation qu'a l'ANSSI avec les collectivités territoriales d'outre-mer. La dernière cyberattaque concernait la Guadeloupe. Est-ce que vous arrivez quand même si avec le fait qu'on soit éparpillé partout dans le monde, vous arrivez, et en fonction de nos statuts différents, vous arrivez à être en contact et avec eux. La deuxième est sur les câbles sous-marins. Actuellement se déroule une conférence en Polynésie avec tous les pays océaniens et américains et d'Asie sur les échanges en ce qui concerne les sous-marins. Quelle est la stratégie de protection des câbles sous-marins? Et la troisième chose, c'est sur les Jeux Olympiques. La Polynésie accueille un des sites des Jeux Olympiques en ce qui concerne le surf. Quelle est la stratégie de l'ANSSI sur la protection donc des Jeux Olympiques? Voilà, Maruru. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Directeur Général. C'est très vaste. Hein. J'essaie de tenir en 2 minutes 30. Sur l'outre-mer, d'un point de vue cyber, l'outre-mer est au moins aussi critique que la métropole. Je ne dis pas ça pour faire plaisir, c'est la réalité. Et il y a certains cas où c'est plus critique. Je ne vous cache pas que pendant la période Covid intense, où on voyait les hôpitaux se faire attaquer les uns après les autres, notre terreur était qu'un hôpital d'outre-mer, à commencer par celui de Papeete, soit dans la situation de ceux qui se faisaient attaquer en métropole. En métropole, la résilience, elle vient de la proximité d'autres hôpitaux. Et je ne vous fais pas un dessin, évidemment. Quand on est à Papeete, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on a un travail avec ces acteurs qui a été initié à ce moment-là, en grande partie, pour essayer d'élever le niveau de sécurité, parce qu'il n'y a pas de mystère, hein, on ne peut pas mettre une bulle de protection autour, et que ce soit avec la Polynésie, que ce soit avec la Réunion, avec les Caraïbes. Voilà, on s'est mis à travailler à ce moment-là. Je reste très modeste parce que on voit que les attaques continuent à arriver, mais il faut en passer par là. Le seul regret, c'est de ne pas avoir commencé avant, d'une certaine manière. Mais c'est essentiel. Sur les câbles, c'est pas un sujet cyber. Ça aurait des impacts cyber, évidemment. Pour moi, les câbles, pour faire très court, la menace, elle reste physique. Parce que ce sont des infrastructures qui sont vulnérables. Couper un câble, c'est pas très dur. Et ceux qui ont les équipements pour en plus aller faire ça à la bonne profondeur, et ben ceux-là, malheureusement, ils ont un avantage énorme. Donc on se dit, évidemment, il faut une stratégie de résilience, donc il faut multiplier les câbles. Mais quand on sait couper un câble, on sait en couper 10. Donc j'ai du mal à être totalement rassuré sur la question des câbles, pour être franc. Mais ça sort du champ cyber. Et pour ce qui est des JO, alors ça, c'est un sujet qui nous préoccupe, sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, qui est déjà lancé, hein, heureusement, et qui va nous occuper tous collectivement, et l'ANSSI en particulier, puisque le sujet cyber a été confié par le président à l'ANSSI, mais en lien étroit, évidemment, avec les autres acteurs, avec Paris 2024, avec qui on a une très bonne coopération, et puis également avec toutes les forces de sécurité. Les JO, c'est compliqué parce que on a fait le bilan, on a identifié 150 systèmes d'information critiques pour le déroulement des JO. Critique, ça veut dire que ce sont des cibles potentielles très fortes, d'intérêt très fort pour un attaquant. Donc il va falloir les protéger, ces sites. Donc à chaque fois, on mène des audits, on cherche à comprendre, on travaille avec des acteurs privés, on élève le niveau de sécurité et on se prépare à réagir très très vite si d'aventure il devrait se passer quelque chose. Et là, évidemment, les sites, qu'ils soient outre-mer ou n'importe où en France, sont des sites potentiels, ainsi que tout ce qui va autour. Et on sait que pendant les JO, l'énergie, ce sera un sujet évidemment important, les transports, ce sera un sujet important. Voilà, tout ce qui pourra faire dérailler un petit peu cette belle mécanique sera potentiellement une cible encore un peu plus importante que d'habitude. Merci, Monsieur le Directeur Général. Pour Renaissance, Julie Delpech. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le directeur général, à l'heure où prend fin votre mission à la tête de l'ANSSI, je m'associe à notre groupe pour saluer vos efforts afin d'alerter contre le nouveau type de menace que suscite l'environnement numérique dans notre époque hyper connectée. Si vous avez bien exposé les différents types d'acteurs à l'origine de la menace cyber, je souhaite plus spécifiquement vous interroger sur l'évolution que vous constatez de la menace cyber sur nos intérêts stratégiques depuis quelques années en provenance d'États étrangers qui, vous l'avez souligné, représentent une source de déstabilisation non négligeable pour notre pays. Je souhaite notamment connaître l'impact qu'a pu avoir la guerre menée par la Russie en Ukraine sur le nombre d'attaques auxquelles nous sommes confrontés. Vous semble-t-il qu'elles sont plus nombreuses actuellement et pouvez-vous en préciser la nature ? Par ailleurs, la nouvelle revue nationale stratégique de défense de notre pays, présentée par le président de la République en novembre dernier à Toulon, fixe de manière explicite parmi ses objectifs stratégiques l'amélioration de la résilience cyber de la France, avec l'ambition, vous l'avez dit, de la hisser au premier rang dans ce domaine. Parmi ceux-ci, la mise en œuvre de la stratégie nationale sur les technologies quantiques, annoncée par le président en janvier 2021, apparaît essentielle afin de nous défendre contre les ordinateurs les plus sophistiqués. Alors qu'a symboliquement été annoncé le 1er décembre que la France avait transmis son premier message diplomatique en cryptographie post-quantique, à combien estimez-vous les échéances afin de développer cette technologie au service de notre protection cyber ? Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, monsieur le directeur général, le post-quantique en 2 minutes 30. Je commence par la Russie. Je vais très direct. La Russie nous attaque moins depuis le 24 février. Je pense simplement qu'ils sont occupés ailleurs. Donc, paradoxalement, le nombre d'attaques a plutôt diminué, n'a pas augmenté. Mais, comme je le dis régulièrement à mes équipes, il ne faut pas désespérer. Tout ça peut changer extrêmement vite. Et justement, dans cette zone grise que vous décriviez en introduction, on sait très bien que le cyber, c'est l'arme idéale pour porter atteinte à nos intérêts sans pour autant avoir à revendiquer cette attaque. Donc voilà, ça peut arriver, il faut qu'on s'en protège et on sait que ça reste une priorité et que voilà, nos adversaires russes savaient le faire il y a 1 an, il n'y a pas de raison qu'ils soient moins bons aujourd'hui. Donc il faut rester très prudent. Sur la résilience, c'est une priorité, la cyber-résilience. Mon interprétation de cette injonction présidentielle, elle est très simple. Si on n'est pas capable d'être résilient au niveau cyber, il y a plein d'autres choses qu'on ne sera pas capable de faire. Si à chaque fois qu'on doit avoir une action diplomatique, voire militaire, on tremble pour nos systèmes numériques, de peur d'avoir une sorte de réponse dans ce domaine-là, et ben en fait, en pratique, on n'osera pas faire les choses. Donc c'est pour ça qu'on doit être solide sur notre cyber pour être capable de faire le reste. Quant au quantique, du coup, j'ai plus qu'1 minute 30 pour le quantique. On pourra en parler pendant des heures, mais l'ordinateur quantique arrive. Pour moi, c'est une menace, l'ordinateur quantique, parce que ça ruine beaucoup de systèmes cryptographiques. Et on le sait depuis très longtemps. Il faut répondre à cet ordinateur quantique. On y répond par de nouvelles formes de cryptographie, qu'on qualifie de post-quantique. Le point positif, c'est qu'en France, on a des chercheurs d'un niveau incroyable. Et les algorithmes, en ce moment, sont en train d'être sélectionnés par le NIST américain, l'Institut de standardisation américaine, avec qui on travaille beaucoup, parce que ce n'est pas un sujet français, on ne va pas faire des algos français pour protéger Internet, ça n'aurait pas de sens. Dans cette coopération, il y a beaucoup de chercheurs français qui sont à l'origine des algos qui vont être choisis. Donc je suis très confiant sur le fait qu'on a déjà les technologies aujourd'hui pour répondre à cette menace quantique. La France y contribue, mais dans une coalition beaucoup plus large. Et quelque part, ce qui va être compliqué, c'est la mise en œuvre pratique. Voilà. Trouver les algos, c'est une chose, les mettre en œuvre, c'en est une autre. Mais pour moi, on est dans les temps. On n'est pas en avance, mais on est dans les temps. Ça veut dire que dans 10 ans, il faudra avoir changé les algos de l'Internet. Mais ça, on est en train de le faire, et notamment avec nos partenaires américains et européens. Pari tenu. Voilà. Maintenant, pour le Rassemblement national, c'est Madame la députée de Haute-Marne, Madame Laurence Aubert de Haut. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Poupart, je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence ici et pour l'ensemble de votre œuvre à la tête de l'ANSSI. À l'heure du tout numérique, il était urgent de moderniser la sécurité informatique de nos administrations comme celle de nos entreprises sensibles et essentielles. Nous voyons quotidiennement combien une cyberattaque peut paralyser l'intégralité d'une administration, d'un hôpital ou d'une entreprise.
Derrière ces cyberattaques, les enjeux sont doubles. Certaines attaques poursuivent l'unique but de paralyser un système informatique pour demander le paiement d'une rançon, mais la plupart se recherchent à subtiliser des données qui sont une véritable mine d'or aujourd'hui et dont la maîtrise constitue un véritable enjeu de souveraineté. La donnée doit appartenir à l'entreprise, à l'administration, à l'État qui la génère. Et les décisions de notre gouvernement ont bien mis à mal notre souveraineté des données numériques. Je pense à la décision de confier les données très personnelles de millions de Français relevant du secret médical au géant américain Microsoft sans aucune procédure de mise en concurrence. Je rappelle que selon la loi américaine, Microsoft a la possibilité de dévoiler les données médicales de ces millions de Français aux autorités américaines sur le simple ordre d'un juge américain. Pourtant, les entreprises françaises comme l'OVH ou Thales, en partenariat avec Google, se déclaraient quasiment prêts à remplir cette fonction d'hébergeur des données médicales nationales. Pensez-vous que le gouvernement français aurait pu temporiser un peu pour attendre que les projets de cloud des entreprises françaises arrivent à un niveau de capacité technologique suffisant pour fournir un tel service ? Plus globalement, que pensez-vous de la décision du gouvernement français d'attribuer l'hébergement de telles données à une entreprise étrangère et de la décision de ce même gouvernement de décaler le rapatriement de ces données de Microsoft à un autre hébergeur, de préférence européen, à 2025, alors que cela était initialement prévu pour 2021 ? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Monsieur le directeur général. La question que vous posez, c'est celle très générale de la question de la souveraineté dans le cloud. Le cloud, c'est un domaine qui s'est développé extrêmement rapidement, où les acteurs américains, que l'on connaît bien, qu'on appelle les GAFAM parfois, ont pris une avance incroyable avec une sorte de cercle vertueux pour eux qui est d'être les premiers, de proposer des services de haut niveau, de gagner énormément d'argent et de le réinvestir. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où ça fait maintenant pas mal d'années qu'on se rend compte que on a besoin d'avoir une telle réponse finalement. Notre souveraineté va dépendre de notre capacité, dans certains cas, à avoir des solutions concurrentes probablement à ces offres américaines. Je ne reviens pas sur la menace juridique de ces offres. Le droit américain est ainsi fait que c'est une menace pour nous. Par contre, en effet, l'idée aujourd'hui, c'est de s'appuyer quand c'est nécessaire sur des offres qui soient de confiance, bien d'une sécurité juridique meilleure. Une parenthèse quand même, en termes de cybersécurité, si on veut se protéger contre des groupes criminels, choses comme ça, les offres américaines, elles sont d'un niveau très élevé. Donc j'entends parfois des critiques sur leur niveau de sécurité. Ça, c'est une mauvaise manière d'aborder le problème. La question, c'est vraiment une question de souveraineté. Aujourd'hui, on a deux pistes qui sont conduites en parallèle. Je pense que c'est un peu trop tôt pour choisir, objectivement. Et même les deux pistes sont, à mon avis, même si elles peuvent sembler concurrentes, sont, à mon avis, plus complémentaires que concurrentes. La première, c'est de faire opérer de la technologie américaine par des acteurs de confiance non soumis au droit américain. Il y a au moins 2 projets en France pour porter de la technologie américaine et donc apporter exactement les mêmes services que les offres standards, mais sans le risque d'application du droit américain de manière extraterritoriale. Et l'autre possibilité, c'est de continuer à développer nos acteurs. Vous avez cité OVH. OVH fait un travail remarquable. Il y a des tas de cas où, finalement, l'offre d'OVH permet de répondre aux besoins. Et on a d'autres acteurs, Outscale, Scaleway. Alors, ils prennent tous un nom anglo-saxon, mais ce sont des acteurs bien français, en qui on a confiance, avec qui on travaille beaucoup, et qui se mettent à un haut niveau de sécurité, et qui, pour le coup, sont nativement protégés d'un point de vue juridique. On en est là aujourd'hui. Après, la question que vous posez sur le Health Data Hub, est-ce qu'on attend d'avoir les solutions parfaites, idéales, qui répondent pleinement aux besoins pour faire, ou bien est-ce qu'on commence à expérimenter et puis ensuite on bascule? Ça, c'est vraiment une décision, un arbitrage qui me dépasse complètement. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été regardé de près en termes de sécurité pour en limiter les risques. Je ne sais pas si les risques sont atténués à 100%, mais au moins ça a été fortement regardé et limité. Idéalement, ce qu'il faut maintenant, c'est... dans la dynamique actuelle d'ailleurs, parce que je pense qu'elle est réelle, admettre que ces questions de cloud, à l'échelle française et européenne, sont essentielles. Je vais être très franc, je suis un peu déçu du manque de dynamique à l'échelle européenne pour porter cette question de la souveraineté numérique. Avant l'invasion de l'Ukraine, on avait déjà des discussions un peu tendues, mais il y avait une sorte de...
c'était du 50-50 avec les États membres et la Commission. Depuis l'invasion de l'Ukraine, on a l'impression que ce sujet numérique il passe un peu au second plan et on se retrouve de plus en plus isolé sur la scène européenne pour porter ces questions de souveraineté numérique. Et souveraineté numérique, ça ne veut pas dire qu'on tourne le dos à nos alliés américains. Ça veut juste dire qu'il y a des systèmes, il y a des données pour lesquelles eh bien, on ne peut pas dépendre d'eux et encore moins leur confier ces données-là. Ça, je vous rejoins. Je vous remercie. Pour la France Insoumise, Madame la députée de Seine-et-Marne, Madame Ercilia Soudé. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, chers collègues. En 2021, l'ANSSI a recensé 203 attaques critiques contre des systèmes d'information avec rançon, soit environ 20% des attaques directes. Leur caractère spectaculaire, on pense à l'hôpital de Corbeil, a mis en lumière les enjeux de cybersécurité. Certes, ces attaques criminelles directes ne sont pas toujours au centre des préoccupations de l'ANSSI et de notre commission. À juste titre, nous nous inquiétons d'abord des menaces silencieuses de haut niveau, des attaques de cyberespionnage, en particulier en provenance de Chine, des menaces qui, à terme, peuvent peser sur la défense ou la souveraineté nationale. L'agression de Poutine contre l'Ukraine a montré que les conflits de haute intensité se déroulent aussi sur les systèmes d'information. Il n'en reste pas moins que, de plus en plus souvent, les opérateurs publics sont visés. L'attaque menée contre le conseil départemental de Seine-et-Marne a des répercussions directes sur les bénéficiaires de la MDPH. Que se passerait-il demain en cas de chiffrement des données d'une université ou d'un centre de sécurité sociale? Nous devons nous prémunir de cela. Premier écueil, par souci d'austérité budgétaire, il n'y a pratiquement aucun personnel qualifié sur site pour prévenir les attaques. On accorde au mieux quelques heures de décharge à un professeur dans un lycée, par exemple. Deuxième écueil, nous ne recrutons pas parce que nous ne formons pas assez de spécialistes. Et ceux que nous formons sont si mal payés dans la fonction publique qu'ils résistent mal aux sirènes des grands groupes privés français et internationaux. Troisième écueil, nous avons laissé se développer un quasi-monopole avec des risques de failles considérables. Ainsi, la messagerie Microsoft Exchange a connu, il y a un peu plus d'un an, une faille importante. La quasi-totalité des attaques menées le sont d'ailleurs contre des serveurs Windows. D'autres solutions existent pourtant du côté de la famille Unix et je doute que les experts de l'ANSSI eux-mêmes travaillent sous Windows. Dernier écueil, pour le cloud, nous nous en remettons essentiellement à des industriels chinois ou américains. En matière de souveraineté et de sécurité, on pourrait peut-être trouver mieux. L'ANSSI n'a pas vocation à courir éternellement d'un incendie à l'autre pour tenter de les éteindre. Ne pensez-vous pas, y compris pour permettre à l'agence de mener ses missions premières pleinement, qu'il est temps d'avoir une réelle politique publique de cybersécurité dans les administrations publiques? Merci, Madame la députée. Monsieur le Directeur Général. Je vous rejoins complètement sur le fait qu'on ne peut pas courir d'un incendie à l'autre. Et la résistance permanente que j'oppose est de systématiquement ramener l'effort sur la prévention. Éteindre des incendies, c'est valorisant. C'est même intéressant. Je vais être cynique, mais c'est intéressant. C'est la partie excitante du métier. Mais fondamentalement, c'est décevant. Il y a peut-être des... Non, pas nous. Non, mais c'est la raison pour laquelle... Pas de ça chez nous, monsieur. L'intérêt du métier. Mais évidemment, c'est la prévention qui compte. Et la prévention, c'est beaucoup moins fun, évidemment. Ça passe par des moyens. Ça passe par de l'expertise. Et je vais citer un cas où, en fait, la mue s'est faite, ce sont les hôpitaux. Il y a quelques années, j'avais essayé de parler avec le secteur hospitalier qui me disait c'est pas une menace, on n'attaque pas les hôpitaux, et puis on a mieux à faire avec cet argent. Entre-temps, les attaques sont venues, et aujourd'hui, il n'y a plus un seul directeur d'hôpital, ou une ARS, ou au ministère, il n'y a plus personne qui dit que c'est pas un problème. Donc on est en train de corriger, on est en train de rattraper les choses, avec des questions de moyens, mais bon... Je suis plutôt confiant sur le fait que sur le long terme, on y arrive. Ce qu'il va falloir, par contre, évidemment, c'est accepter d'embaucher des gens au bon niveau de salaire. Et comme j'en ai parfois eu la discussion avec certains directeurs, qui disaient « mais on va quand même pas payer plus cher un expert en cyber qu'un médecin ». Eh bien si, peut-être que c'est ce qu'il faut. Et donc cette mue, elle est en cours, ça va devoir s'intégrer dans les budgets. En fait, la norme, on la connaît. 5 à 10% du budget numérique global doit être consacré à la sécurité. C'est beaucoup et pas beaucoup, parce que ce sont de gros budgets, mais en même temps, ce n'est que 5 à 10%. Et donc, on sait quoi faire, maintenant, il faut le réaliser. Et c'est exactement la même chose dans les collectivités locales. Donc tout ça, c'est une dynamique. À mon avis, elle est lancée, cette dynamique. On a vu dans le cadre du plan de relance, où on avait une enveloppe intéressante pour faire du cyber. On a vu dans le cadre du plan de relance que le fait d'aider les hôpitaux, les collectivités locales, en leur finançant des audits, en leur mettant le pied à l'étrier, c'était une manière de créer une dynamique positive. Donc j'ai eu
plein de choses vraiment intéressantes. Et en fait, en ce moment, on est dans la situation qui est très injuste, où les hôpitaux et les collectivités qui se font attaquer, en fait, on travaille déjà avec eux. Ils ont déjà commencé à nettoyer quelque chose qui n'était pas propre, objectivement. Et c'est à ce moment-là que, pas de chance, ils prennent une attaque parce qu'ils ne sont pas encore prêts à résister. J'ai bon espoir que d'ici à quelques années, malheureusement on compte en années, on soit capable de résister à tout ça, mais il faudra rester extrêmement vigilant, je vous rejoins, sur les questions de ressources humaines et sur le fait qu'il il faut former des gens, il faut attirer des jeunes, il faut montrer que ce sont des métiers passionnants, et c'est le cas. Je vois à l'ANSSI, on arrive à recruter, on n'a pas de problème d'attractivité, mais il faut que le même niveau d'attractivité et d'intérêt et de considération soit apporté dans les autres endroits où il y a besoin d'avoir des experts cyber, au sein de l'État ou dans le privé d'ailleurs. Oui, c'est la loi de Tocqueville que vous évoquez. Ce n'est pas quand les choses vont de mal en pis, mais quand elles s'améliorent que les révolutions se produisent. Pour les Républicains, M. Herbillon. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation, Monsieur le Directeur Général. Et nous formons des vœux de succès pour votre prochaine mission au sein du groupe La Poste. Dans un entretien aux Échos, vous avez récemment déclaré que 80% du travail de l'ANSSI était consacré à lutter contre l'espionnage étatique. À ce sujet, vous avez ajouté qu'il s'agissait, je vous cite, d'attaques invisibles, mais que si les mêmes moyens étaient employés pour détruire les infrastructures, ce serait véritablement catastrophique. Par ailleurs, devant nos collègues sénateurs, en octobre dernier, vous avez indiqué que la priorité de l'ANSSI était de lutter contre les menaces militaires. Je vous cite, celles qui visent non pas à espionner ou à faire chanter, mais à détruire les systèmes d'information. Fort heureusement, une telle attaque ne s'est encore jamais réalisée, mais vous indiquez qu'il ne fallait pas sous-estimer la Russie, même si la situation a un peu changé depuis le 24 février, parce qu'il ne fallait pas sous-estimer la Russie depuis la cyberattaque SolarWinds en 2020, qui a ciblé le gouvernement américain, ses agences fédérales et plusieurs entreprises privées. Ma première question est la suivante. Vous avez déjà évoqué ce thème et vous allez pouvoir y revenir. Comment l'ANSSI travaille concrètement pour défendre la France face à l'espionnage étatique et les menaces militaires? Deuxième question. Je souhaiterais également vous interroger au sujet de l'évolution des cybermenaces qui, bien entendu, ne vont pas décroître. Nous entendons régulièrement parler de la préparation liée aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui occupe, je le sais, beaucoup vos équipes, vous l'avez dit, et qui sera un moment crucial alors que l'ensemble des caméras du monde seront braquées sur la France. Néanmoins, au regard de votre grande expertise, je souhaiterais connaître votre analyse prospective de l'évolution des cybermenaces dans les 20 ans à venir. Pensez-vous que la France se prépare suffisamment à cette évolution sur le plan technique et sur le plan des ressources humaines? Et enfin, dernière question, je souhaiterais d'un mot vous interroger sur la communication qui a été la vôtre à la tête de l'ANSSI et de la parole assez libre dont vous avez fait preuve. Ainsi, vous avez récemment déclaré que cet hiver, je vous cite, serait le bon moment pour nous attaquer. Qu'est-ce qui vous conduit à faire le choix de cette communication libre, sans filtre, parfois alarmiste, plutôt rare dans le secteur de la défense nationale, où on pratique plus commodément des mots plus feutrés? Merci, monsieur le député du Val-de-Marne. Monsieur le directeur général. Ah, pardon. Oui, le scénario catastrophe, ce serait que les moyens qui existent déjà aujourd'hui, qui sont confiés, utilisés à des fins d'espionnage, soient utilisés à des fins de destruction. Détruire, c'est plus facile que d'espionner. Mais fondamentalement, techniquement, c'est la même chose. C'est rentrer dans un système d'information, c'est s'y propager, c'est en prendre le contrôle. Quand on veut espionner, on exfiltre les données, et c'est pas si simple. Quand on veut détruire, c'est beaucoup plus simple, on efface tout simplement. Donc ce scénario catastrophe, il doit... C'est vrai que j'ai une liberté de ton dans ma communication, parce que je pense qu'il faut dire les choses. C'est pas une critique. Mais, j'avais bien compris comme ça. Mais... Parce qu'il y a des fois, on me dit, mais oui, mais là, tu vas donner des mauvaises idées aux attaquants. Et sincèrement, ils n'ont pas besoin de moi pour avoir des mauvaises idées, les attaquants. Donc, je préfère que les victimes potentielles aient conscience de ces risques-là, parce que, comme je disais tout à l'heure, le bouclier, c'est eux qui vont les constituer. Et il faut que chacun, dans son rôle, dans sa responsabilité, puisse apporter un élément de réponse et de protection. Comment est-ce qu'on fait pour empêcher ces attaques? D'abord, c'est une question de gouvernance. Que ce soit au niveau étatique, au niveau public, au niveau des ministères, au niveau des entreprises. C'est un sujet de COMEX, la cyber.
pas de chaque COMEX, mais c'est un sujet de COMEX. C'est un sujet de conseil de défense. C'est un sujet politique au sein des ministères. Ce n'est pas le problème des fonctionnaires au fin fond de l'organigramme. C'est le problème des ministres et de leur directeur de cabinet. Voilà, c'est tout ça qu'on a fait évoluer en l'espace de quelques années et qui aujourd'hui est en place et qui permet aux autorités, aux décideurs d'être en mesure, et il faut les mettre en une position où ils peuvent prendre des décisions et assumer le niveau d'investissement et de protection qui est mis en place. Donc c'est de la gouvernance, c'est de la sensibilisation aussi, il faut sensibiliser tout un chacun pour ne pas faciliter le travail des attaquants. Donc ça, il faut y revenir régulièrement. C'est construire les systèmes numériques en pensant à la sécurité. La sécurité, ça se rajoute très très mal après. Si ça a été mal conçu, c'est très dur à réparer. Et puis, c'est avoir cette démarche de résilience. Je suis désolé de ce terme un peu tarte à la crème qui revient trop, mais résilience, ça veut dire que on n'empêche pas forcément les attaques. Par contre, suivant la manière dont on anticipe ces attaques, comment on les détecte, comment on y répond, eh bien, les conséquences peuvent être radicalement différentes. Aujourd'hui, une attaque qui est détectée dans la journée, je ne dis pas dans la microseconde, hein, mais une attaque détectée dans la journée, en général, ça veut dire qu'il n'y a pas de conséquences. Évidemment, si on se rend compte de l'attaque 5 ans plus tard, bah, les conséquences, elles sont monstrueuses. Donc on en est là aujourd'hui. Et d'un point de vue prospectif, toujours très dur la prospective, mais à mon avis, dans les années à venir, les gros vont neutraliser les petits. Les petits, sous-entendu les petits États, et les pénibles comme les groupes criminels. Je suis persuadé que ces groupes criminels, peut-être que certains s'en amusent aujourd'hui, mais ça ne va pas durer. Et donc, je crois beaucoup à une forme de coopération internationale très élargie, au-delà des coalitions habituelles, pour lutter contre ces groupes criminels qui ne représentent que du négatif. Et donc, au final, on va se retrouver avec quelques grands États qui vont chercher à maîtriser ce cyberespace, à en maîtriser la capacité et d'attaque et de défense. Et ça, c'est la Ligue 1 dont je parlais tout à l'heure. Si on n'est pas dans la Ligue 1 à ce moment-là, eh ben, on sera condamné quelque part à rechercher une protection et on n'aura pas notre liberté d'action dans les autres domaines. Voilà. Moi, ça me paraît aussi grave que ça, le sujet cyber. Et la communication, j'y reviens, c'est important d'en parler, non pas pour jouer à se faire peur, mais bien parce qu'il faut avoir conscience, ce sont des phénomènes qui vont extrêmement vite, il faut en parler avec tous les décideurs, et ça, voilà, que ce soit moi ou d'autres, c'est important d'y revenir, et c'est pour ça que je suis ravi d'être là aujourd'hui. Voilà une bonne conclusion de votre propos. Maintenant, pour le MoDem et indépendant, M. Fuchs. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Merci de votre intervention et puis bonne chance, bien sûr, dans vos nouvelles fonctions. Puisque nous sommes à la Commission des Affaires étrangères, je vais vous emmener sur le terrain de la géopolitique, en parallèle de l'augmentation assez forte des cyberattaques. On assiste depuis plusieurs années à une résurgence des nationalismes et de l'expression de ces nationalismes, et donc un affaiblissement de toute la partie multilatérale justement qui permettait de mieux réguler les espaces à l'échelle internationale. On voit donc notamment, on a parlé de la Russie, mais on sait très bien que la Chine, que la Corée du Nord, pourquoi pas l'Iran, on parle également de plus petits pays qui apparaissent dans cet espace comme la Turquie ou la Colombie, qui ont des approches justement plus fortes en matière de cyber-attaque ou de cyber-espionnage. On voit la déstabilisation d'une partie des pays ou des opinions publiques en Afrique également, où on est là aussi dans une forme de cyber-attaque ou cyber-utilisation à des fins de déstabilisation de nos intérêts à l'échelle internationale. Comment vous voyez, vous venez à l'instant parler de coopération internationale, comment vous voyez une architecture de coopération et de régulation à l'échelle internationale qui pourrait se mettre en place, et pas uniquement à l'échelle européenne, même plus vient de dire que un petit peu isolé à l'échelle européenne en matière d'approche de régulation et de coopération européenne. Et puis deuxième point, plus précis aussi, mais qui touche aussi à la doctrine. Vous avez parlé en Ligue 1 de la capacité d'attaque. De quel type d'attaque peut-on imaginer? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur les types d'attaques? Est-ce qu'une doctrine française en matière d'attaque a déjà été imaginée, qui intégrerait notre réflexion éthique, bien sûr, et de valeurs universelles françaises? On a vu dans des fictions, par exemple, la prise de contrôle de pacemakers pour procéder à un assassinat, par exemple, qui pourraient être des choses que l'on pourrait prochainement faire dans la réalité. Est-ce que ça, c'est des types d'attaques que nous, en France, on pourrait avoir à faire et à effectuer? Vous voyez, il n'y a pas que vous qui donnez une mauvaise idée aux gens. Monsieur le Directeur Général, Monsieur Fuchs s'y met aussi.
Pacemaker, c'est des objets connectés aujourd'hui. Et là, pour le coup, les objets de santé de manière générale sont des cibles incroyables. Il ne faut pas que ça se produise. Enfin, il faut vraiment regarder ça de très très près parce que ça pourra tuer des gens. Hein. Je suis désolé d'être comme ça aussi alarmiste, mais bon. Donc c'est des questions très vastes, évidemment. Je ne voudrais pas en donner une image trop négative de ce qui se passe au niveau de l'Europe. En Europe, j'ai des doutes sur la volonté générale de construire une souveraineté numérique. Je n'ai aucun doute sur le fait de construire une cybersécurité européenne de haut niveau. Et ça, on y travaille, que ce soit au niveau réglementaire, mais au niveau opérationnel. C'est vraiment quelque chose qui est lancé et qui ne s'arrêtera pas, et c'est une très très bonne chose. C'est une distinction très importante, celle-là. Et le réglementaire, évidemment, c'est ce que l'Europe sait bien faire, et dans ce domaine-là, c'est indispensable. Donc, on a l'Union européenne qui fonctionne, qui doit continuer. On a l'OTAN qui se revitalise énormément dans le domaine du cyber. C'est incroyable à quel point ça a changé depuis quelques mois. Avec le danger d'opposer les deux, surtout avec l'intégration de la Suède et de la Finlande au sein de l'OTAN. Finalement, il y en a qui commencent à se dire mais quel est l'intérêt du périmètre européen? Moi, je continue à penser qu'il faut que l'Europe puisse faire par elle-même, et parfois, même souvent, coopérer, notamment avec les États-Unis, mais c'est pas pareil. Et puis ça laisse, si on est capable d'agir dans ces domaines-là, ça laisse des champs entiers où la question est posée, à commencer par l'Afrique. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que les attaques informatiques se développent, ciblent l'Afrique ou partent d'Afrique. La déstabilisation sur un autre sujet qui n'est pas exactement le cyber, mais qui est adhérent vu des attaquants, qui est celui de la manipulation de l'information, on voit très bien que un groupe comme Wagner, il est au moins aussi efficace en termes de désinformation que d'attaques plus physiques ou de choses plus classique, on va dire. Comment est-ce qu'on fait pour que toutes ces zones ne deviennent pas des zones de non-droit? C'est une vraie question, et qui renvoie le débat à l'échelle internationale, au niveau de l'ONU essentiellement, où la France a un vrai rôle à jouer. Passe vraiment pour un pays qui est leader dans le domaine et qui est capable d'avoir une position équilibrée, j'ai envie de dire, mais où ça va prendre 20 ans. Clairement, ça va prendre 20 ans. Sur les questions des attaques, vous l'avez compris, c'est pas du côté de l'ANSSI, c'est séparé. Mais bon, je ne résiste pas quand même à dire deux mots. Il faut développer des capacités offensives. Offensives pour de l'espionnage stratégique, offensives pour de la neutralisation. Et quand on y réfléchit un petit peu, le cyber, ça permet de faire des choses qu'on ne savait pas faire jusque-là. Avec une qualité notamment, qui est celle de la réversibilité. Donc une attaque cyber, c'est pas forcément l'attaque majeure, c'est pas la bombe atomique forcément. Ça peut, hein, on peut avoir l'équivalent, mais ça peut également être des petites attaques qui viennent en appui d'opérations plus classiques et surtout qui sont réversibles. Et dans tous les cas où on opère sur des théâtres où la protection des populations et tout ça est absolument essentielle, je prends qu'un exemple, par exemple, couper les télécoms. Par moment, ponctuellement, à certaines zones, c'est essentiel en termes d'action militaire. Si on est capable de les rallumer derrière, les télécoms, eh ben c'est 1000 fois mieux que de l'action classique, cinétique. Voilà. Donc c'est des choses comme ça que l'on peut faire avec des capacités, et il faut vraiment que la France continue à avoir cette volonté de développer cette capacité offensive qui autrement va manquer et va complètement déséquilibrer les autres capacités dont on dispose. Bien, M. Fuchs est content, il a eu le droit à un débordement d'1 minute. Pour les socialistes apparentés, M. David. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, chers collègues. De nombreux observateurs ont évoqué la guerre en Ukraine et comme théâtre assez caractéristique des attaques de cybersécurité et plus généralement de guerre hybride. Je dirais qu'il s'agit davantage d'une évolution du concept qui avait été initialement appliqué en 2006 par le général américain Charles Krulak au sujet du combat mené par le Hezbollah au Liban cette année-là et qui décrivait les conflits futurs comme le prolongement de la guerre de Tchétchénie. Dans le cas de l'Ukraine, de multiples moyens ont été mis en œuvre pour dessiner le contexte de la guerre que nous observons aujourd'hui. Si l'on pense naturellement à la multitude d'opérations informationnelles dont l'Ukraine a été victime depuis 2014, celles-ci ne sont pas limitées aux frontières de cet État et ont combiné l'utilisation, voire la création de médias digitaux et traditionnels. Sans prétendre en dresser une liste exhaustive, on peut citer les actions d'influence menées sur les réseaux sociaux à l'aide de trolls, de bots,
la création et la diffusion de mèmes, de faux narratifs, de fausses nouvelles relatives à l'Ukraine, ainsi qu'à la politique interne d'autres États, au point d'ailleurs d'en perturber les processus démocratiques. Enfin, le discours diplomatique associé à la mobilisation de médias d'État à des fins de dissuasion, notamment en agitant le spectre de la menace nucléaire, s'inscrit dans le droit fil de l'habituelle diplomatie de Moscou. Devant la commission de la Défense, le général d'armée Thierry Bucard, chef d'état-major des armées, soulignait cet été qu'il faudra à l'avenir être capable d'agir dans tout le spectre de la conflictualité. Il relevait plusieurs points importants, tels que la nécessité de repenser les équilibres entre la technologie et la masse, et entre l'efficience et l'efficacité dans l'armée française. Il insistait sur l'importance d'être en mesure de développer des capacités d'influence pour gagner la guerre avant son déclenchement. Selon vous, dans quelle mesure nos armées et notre diplomatie sont-elles préparées à ces nouvelles formes de guerre et de relations internationales? Monsieur le directeur général. C'est bon, merci. C'est vraiment un sujet majeur où je suis gêné parce que depuis le départ, je milite pour séparer la question de la sécurité numérique et puis de son pendant offensif qui est l'attaque informatique de celui de la manipulation de l'information ou de la lutte contre la manipulation de l'information. Je m'explique très rapidement. Le rôle de l'ANSSI et les pouvoirs que l'on a, d'ailleurs grâce à vous, sont liés au fait qu'à aucun moment on est service de renseignement, à aucun moment on s'intéresse au contenu. Donc on protège les systèmes d'information. C'est pour ça que c'est ça notre vocable, on parle de système d'information, de contenant. Et donc on n'est pas tenté, même si par exemple quand on met des équipements de détection d'attaque sur les réseaux de l'Assemblée nationale, on n'est pas tenté d'aller lire vos mails. Si on avait d'autres missions, ce serait plus compliqué. Raison pour laquelle le choix qui a été fait en termes de lutte contre la manipulation de l'information a consisté à créer une agence homologue de l'ANSSI au sein du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le petit frère ou la petite sœur, comme dit mon chef, mais le même modèle mais séparé, pour chercher à détecter ces manipulations de l'information. Et ce que mentionne le général Burkhardt, dans ce que vous rappeliez, c'est le fait qu'au niveau militaire, on doit être capable de se protéger, de détecter évidemment ces manipulations. On doit probablement être capable d'assumer le fait de faire de l'influence informationnelle, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du champ militaire, comme les autres secteurs. Et évidemment, ça nous dérange en tant que démocratie. On n'a pas envie d'aller sur ce sujet-là, mais c'est absolument essentiel. Et tout à l'heure, c'était Wagner en Afrique. Il faut voir, avec de la manipulation de l'information, les dégâts que l'on peut faire, qui sont bien supérieurs à ce que l'on peut obtenir par des moyens plus classiques. Donc on doit assumer d'avoir des capacités offensives, évidemment avec une doctrine, une éthique, une déontologie qui n'est pas celle de nos adversaires, mais on doit avoir une telle capacité, donc surtout pas chez nous, mais au sein du ministère des Armées, et puis avoir cette capacité de détecter ces manipulations, ce qui pose ensuite la question de comment est-ce qu'on fait pour y répondre, ce qui est très compliqué évidemment, parce que voilà, dire des bêtises c'est toujours très facile, on est toujours écouté, rétablir la vérité c'est beaucoup plus compliqué, ça prend plus de temps et ça plaît moins évidemment. Donc c'est tout cet enjeu qui est face à nous, mais si on le laisse de côté parce que c'est sale, ou ce serait considéré comme sale, eh ben on ferait une erreur totale parce que les menaces modernes, elles sont hybrides, comme on dit parfois, j'aime pas ce terme parce que hybride c'est un peu trop attrape-tout, mais fondamentalement c'est hybride, et nos adversaires ne s'y trompent pas, eux ils mélangent tout. Là où nous on cherche à bien ranger les choses, nos adversaires ils mélangent tout, et avec un certain bonheur, faut bien le reconnaître. Merci. Merci. Dernier orateur pour les groupes, qui n'est pas un groupe d'ailleurs, puisque c'est Madame Véronique Besse va parler au titre des non-inscrits et non pas au nom des non-inscrits. Merci, Monsieur le Président, pour cette précision. Monsieur le Directeur, mon propos sera peut-être un petit peu en marge. Moi, je voudrais attirer votre attention sur les communes, les petites communes et les moyennes communes. Il y a eu une cyberattaque dans une commune de l'Essonne en fin octobre, la commune de Brunois. Et comme vous le savez, dans les petites et moyennes communes,
les moyens humains sont limités, le matériel informatique n'est pas toujours du dernier cri. La plupart des services informatiques des mairies ont vocation à résoudre les problèmes du quotidien, mais les agents n'ont pas forcément le temps, voire les compétences, pour travailler en profondeur les problématiques de protection des données. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la stratégie de l'ANSSI vis-à-vis des petites collectivités, c'est pas péjoratif quand je dis ça, pour élever leur niveau d'action quant aux bonnes pratiques adoptées en matière de sécurité numérique? Et plus largement, est-ce qu'il y a une stratégie grand public, en fait, pour vulgariser tout ce qu'on a dit ce matin et pour faire en sorte qu'on soit un petit peu plus au fait des choses? Merci. Non, je pense que c'est pas en marge du tout. C'est vraiment au cœur du sujet. Et c'est le problème du cyber, quelque part. C'est qu'on peut toucher des victimes de nature très différente, mais avec une démarche un peu systémique qui peut être dramatique. Bon, une commune qui se fait attaquer, c'est gênant, on peut réparer tout ça, mais si demain on en a 10, 100, 1000, comme ça peut arriver avec le cyber, là pour le coup l'impact, c'est un impact en termes de sécurité nationale à la fin. Et c'est exactement pareil dans le domaine économique. Une PME qui se fait attaquer, c'est un fait divers. Si on en a 10, 100 000, ça devient un vrai sujet de sécurité nationale. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Après, la difficulté, c'est qu'on peut pas, on est obligé d'adapter la réponse en fonction de qui on veut protéger. Donc il y a les grands acteurs, les grandes métropoles, les grands industriels, les grandes administrations, à qui on impose essentiellement de faire de la sécurité parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils peuvent se structurer. Et après, c'est tout un travail que l'on fait avec l'écosystème industriel pour construire une sécurité efficace. Pour les tout petits acteurs, les communes, les TPE, les particuliers, il faut faire de la sensibilisation, il faut apporter les éléments d'hygiène élémentaires. Je fais de la pub 2 secondes pour une plateforme qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui fait ce travail de manière remarquable de prévention mais également d'aide aux victimes. Voilà, quand une petite victime a un problème, c'est là qu'il faut aller, c'est sur cybermalveillance.gouv.fr et c'est valable pour les petites communes. Et puis après, donc les deux niveaux extrêmes fonctionnent à mon avis. Le niveau intermédiaire aujourd'hui, c'est celui qu'on est en train de chercher à mieux traiter, à mieux peupler. C'est celui des entreprises de taille intermédiaire, des communes de taille moyenne, qui sont des gens qui ont beaucoup de numérique, le numérique se développe très vite, qui n'ont pas de compétences fortes. C'est très dur, voilà, une entreprise de 100, 200, 300 personnes, c'est très dur d'avoir des gens dédiés à la cybersécurité, ça n'a pas de sens. Et dans les communes, c'est pareil, ça n'aurait pas de sens pour des communes de taille intermédiaire. Donc pour eux, il faut être capable d'apporter des solutions un peu mutualisées, probablement. Raison pour laquelle, alors il y a plusieurs initiatives en cours. Une de ces initiatives, c'est de créer des centres opérationnels régionaux qui puissent être un petit peu le numéro d'urgence que l'on appelle, alors, idéalement avant, mais s'il y a un problème qu'on appelle pour être capable de trouver de l'aide immédiate, d'être guidé dans la réaction initiale, de trouver de l'aide auprès de prestataires qui soient adaptés pour répondre à ces besoins-là. Mais de toute manière, il n'y aura pas de mystère. Ça, c'est de la réponse. Mais ce qu'il faut, c'est être capable de construire un numérique de confiance. Les grands sont capables de maîtriser leur numérique, et on peut en discuter, c'est un fait. Les plus petits, eux, ils doivent surtout être capables d'avoir accès à des solutions qui soient nativement sécurisées. Donc on a encore un gros travail à faire pour apporter des solutions qui répondent aux besoins et où quelque part, on n'est plus à demander à la commune de Brunois, par exemple, de devenir experte en cybersécurité pour développer ses propres systèmes parce que ça ne marchera pas, tout simplement. Donc il faut qu'on ait une offre plus élargie d'un numérique de confiance sécurisé qui réponde à ces besoins-là. C'est en cours de construction, mais ça reste en grande partie à faire, je suis d'accord avec vous. Merci de toutes ces réponses. Maintenant, nous allons passer aux questions-réponses à un rythme plus soutenu encore, avec les parlementaires qui veulent s'exprimer à titre individuel et non pas au nom de leur groupe, simplement. On commence par Mireille Clapeau. Mireille, 1 minute et demie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, merci d'être là devant les députés. Je voudrais aussi vous dire vraiment bravo pour votre action. Moi, puisque je suis en début de 2e mandat, je vois cette évolution depuis 5 ans, cette prise de conscience qui s'est faite en grande partie grâce à vous. Vous savez que j'ai travaillé sur le sujet avec la Commission supérieure du numérique et des postes. 2 remarques d'abord avant mes questions. Vous nous interpellez sur le budget, donc j'attire l'attention de mes collègues députés. Nous devons veiller aux moyens, surtout humains, vous l'avez dit, mais je le relais. Et puis vous pointez à juste titre le rôle de la gouvernance, et là nous avons un rôle en tant que députés de contrôler cette action. Il en va vraiment des intérêts vitaux de notre pays.
Alors, 2 questions. On a peu parlé du rôle de la Chine. Dans votre rapport de mars 2022, vous aviez dit que l'espionnage était souvent le fait de la Chine, sans doute parce que les modes opératoires réputés chinois étaient visiblement à l'œuvre. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Et puis, sur la solidarité internationale, j'ai noté tout à l'heure que vous avez dit que ce n'est pas si simple d'apporter de l'aide. Vous avez mentionné le Monténégro et l'Albanie, qui est un pays que je suis aussi de près, qui avait publiquement pointé le rôle de l'Iran dans son attaque. Alors, pourquoi vous dites-vous que ce n'est pas si simple d'apporter de l'aide? Merci. Merci, Madame la députée de la Drôme. Monsieur le directeur général. Sur la Chine, au titre de l'ANSSI, je ne fais pas d'attribution. L'attribution, c'est une démarche politique. Donc ça doit être porté politiquement au plus haut niveau. Nous, ce que l'on est amené à faire, c'est de l'imputation. Et ce que l'on voit avec les moyens qui sont les nôtres, ce sont des modes opératoires d'attaquants d'origine chinoise. Pour être très clair, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ce sont des groupes privés? Est-ce que ce sont des entreprises qui travaillent pour on ne sait trop qui? Est-ce que ce sont des fonctionnaires chinois? Est-ce que ce sont vraiment des Chinois? Là, on est toujours extrêmement prudent. Et voilà, c'est toute la différence entre une imputation avec un niveau de certitude qui est variable, et puis ensuite une attribution qui est une action politique. Donc, c'est certainement pas moi qui vais accuser la Chine. Ce serait un raccourci particulièrement dangereux. Sur la solidarité, ce qui est très complexe, c'est que comment est-ce qu'on fait pour aider un pays? On l'a expérimenté avec le Monténégro. Il y a une vraie volonté. Moi, j'ai envoyé des experts sur place. Et ben, ils arrivent à l'aéroport. Ils sont beaucoup pour moi, c'est-à-dire ils sont une dizaine, et ils arrivent dans un pays qui ne fonctionne plus parce que les systèmes sont attaqués. Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Et fondamentalement, la réponse, ce serait de se dire, il faut qu'on s'y entraîne, qu'on s'y prépare, qu'on parle probablement avec les acteurs qu'on pourrait être amenés à venir aider. Et surtout, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui et qu'il va falloir qu'on sache faire, notamment à l'échelle européenne, c'est être capable d'impliquer les acteurs privés. Il faut savoir que 95% de l'énergie dépensée sur le traitement des opérations où l'ANSSI est leader, c'est de l'énergie qui vient d'acteurs privés, de confiance, évidemment, mais d'acteurs privés. Et donc, je suis persuadé, moi, qu'on ne peut pas dépeupler le front au niveau de ce que l'on fait, nous, en France, parce qu'on a constamment plein d'attaques à traiter. Par contre, ce secteur privé, il est plus malléable, il est plus mobile, et c'est sur lui qu'il faut s'appuyer pour créer cette solidarité à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle de l'OTAN. Merci. Monsieur Le Gall, LFI Val d'Oise. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour la qualité, la sincérité. La sincérité, j'en doutais pas évidemment, mais la qualité de la précision de vos réponses. Non, tu ne pas vous embrouiller. Nous partageons donc évidemment, nous, l'objectif de souveraineté numérique. Il était d'ailleurs au cœur du rapport de mon collègue Bastien Lachaud en 2018. Alors les conditions de cette souveraineté sont connues, il y en aurait des multiples, mais parmi elles on peut évidemment parler de favoriser l'émergence de moyens techniques nationaux, de solutions techniques nationales. À titre personnel, je pense qu'il n'y aura pas de volonté européenne à horizon visible en matière de souveraineté numérique. On pourrait parler des câbles, même si c'est un peu à la lisière du champ de vos compétences, il n'en reste pas moins que... à défaut de couper des câbles, on peut aussi les écouter, notamment au niveau des points de branchement. C'est très bien le rôle que peut avoir un pays comme le Danemark, notamment dans sa collaboration avec la NSA sur ce sujet. Donc c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir aussi à revoir la question des points de branchement, etc. Il y a les moyens humains. Alors quand vous avez pris votre poste, il y avait 350 agents à l'ANSSI. Maintenant, ils sont 600. Est-ce suffisant? Il y en a 1000 en Angleterre, 1400 en Allemagne. Et enfin... que pensez-vous du fait que la Commission européenne a choisi pour la phase test de l'euro numérique l'entreprise Amazon pour les paiements numériques? Moi, je pense que c'est oublier que les monnaies numériques, comme toute forme de monnaie, ce n'est pas simplement un moyen de paiement, mais c'est aussi un outil géopolitique qui va bien au-delà des seuls enjeux financiers et commerciaux. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le député, Monsieur le Directeur général. C'est très vaste. Deux remarques sur le niveau européen. Je pense que ce que vous venez de dire le traduit très bien. On est très convaincus en France de ces questions de souveraineté, parce que c'est peut-être notre histoire, c'est notre culture, et on voit tout l'impact que ça peut avoir. Et moi, j'en parle souvent avec mes homologues. Il y en a un qui m'a ouvert les yeux un jour en me disant « Mais fais gaffe, parce que tu parles constamment de souveraineté. Chez nous, c'est toléré, voire c'est un gros mot. Et dans beaucoup de pays européens, c'est un gros mot, la souveraineté, parce que c'est des pays qui ont déjà renoncé à leur souveraineté au sens global du terme, malheureusement. Donc on a une vraie question. Donc le porter à l'échelle européenne, je pense qu'il faut continuer, il y a de vrais progrès.
il y a quelques années, c'était inconcevable de simplement parler de citer la souveraineté européenne. Donc ça, c'est un progrès. Maintenant, on voit bien qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est pas aligné, et il y a beaucoup à faire. Sur le lien que ça peut avoir avec des acteurs, notamment américains, moi je pense qu'il faut pas reprocher aux acteurs américains d'être bons. Et c'est pas ce que vous avez fait, hein, mais c'est ce que font certains parfois. Ils sont bons, ils sont très bons, et c'est pas en leur reprochant qu'on va résoudre le problème. Il faut avoir le courage dans certains cas de dire on va faire sans vous. L'histoire de la monnaie européenne, je vous rejoins complètement, ça m'a scandalisé également. On doit avoir, on a des gens en Europe capables de réfléchir à ça. Et, alors, qu'ils soient auditionnés, qu'ils soient, bien sûr, mais il n'y a même pas besoin de leur demander, ils viennent d'eux-mêmes porter la bonne parole. Mais il faut qu'on soit capable, sur les sujets sensibles de souveraineté, de refermer les choses, et sans faire pour autant du protectionnisme. C'est pas du protectionnisme, c'est autre chose, le protectionnisme. Mais ça, c'est encore, à la fois on se l'autorise parfois, mais c'est pas systématique, donc il y a un vrai progrès, et la France a un rôle majeur à jouer pour développer ça. Sur la question des moyens que vous mentionnez, donc mon prédécesseur m'avait donné l'astuce, il m'a dit de toute manière, dans ce cas-là, il faut répondre, il ne faut jamais demander à un directeur s'il a assez de moyens, parce qu'il est obligé de répondre non. Bon, je vois le verre à moitié plein, à moitié vide, il y a de vrais efforts qui ont été faits, donc on a de vrais moyens, ce qui est vrai. Après, il y a des fois on bombe un peu le torse, et on serait un peu plus nombreux, on serait probablement plus à l'aise et plus serein sur les années à venir. Donc on est toujours un peu sur le fil du rasoir, et ça reste un sujet de surveillance, à mon avis, si je peux me permettre. Merci. Merci. Monsieur Hébrard, qui est Rassemblement National Vaucluse. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, à l'aune, Monsieur le Directeur, de votre départ de l'ANSSI, j'aurais souhaité vous questionner sur les projets à venir pour l'agence. Je pense que vous n'êtes pas de ceux qui disent après moi le déluge, donc spécifiquement la mise en place de la directive sur la sécurité, la cybersécurité donc de l'Union européenne, la NIS 2. Donc elle étend la liste des acteurs concernés par la qualification d'entité essentielle et d'entité importante, qui revient sur les statuts d'opérateurs d'importance vitale ou essentielle qui avaient été fixés en 2013 par la France. Donc selon vos propres mots, ces entités devraient être 10 fois plus nombreuses qu'actuellement. Donc la cybersécurité n'est pas forcément au budget de toutes les entreprises, ça peut représenter un investissement humain, vous l'avez dit, il est à préciser. Cette directive s'appliquera également aux collectivités publiques, aux collectivités. Chaque État aura le pouvoir de l'appliquer également aux collectivités locales. Donc la première directive, la précédente, avait une vocation pédagogique. La nouvelle a une vocation plus contraignante, avec des obligations et des sanctions. Donc vous avez déjà en partie répondu tout à l'heure. Comment seront accompagnées les PME, les collectivités locales, en gros les échelons plus petits par l'ANSSI à l'avenir? Merci. Cette directive Nice, c'est vraiment ce que... Je pense que c'est ce que l'Europe peut produire de bien pour développer une sécurité commune. Alors par l'aspect réglementaire, mais qui consiste vraiment à mettre les acteurs d'un côté face à leurs responsabilités. Voilà, c'est leur responsabilité de se protéger. Et il y a beaucoup plus d'acteurs que ceux qui sont aujourd'hui régulés, qui doivent se protéger de manière obligatoire. Et à côté de ça, l'idée, c'est en effet d'accompagner notamment les plus petits, parce que c'est pas uniquement une affaire d'argent, question de ressources, tout ça. Donc notre objectif, il est en effet j'ai dit x10, c'est pour fixer des idées, je ne sais pas comment ça va atterrir, mais c'est bien ça l'ordre de grandeur, une vraie ambition. Ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Par exemple, le cas extrême, aller dire aux particuliers, on va imposer à chaque citoyen français de se sécuriser, ce serait absurde, on le sait très bien. Donc il y a une limite où la réglementation n'est plus efficace, mais on peut aller plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui. Et moi je suis ravi également d'avoir tenu jusqu'au bout sur deux extensions, le secteur public et les collectivités locales d'un côté. Parce que, voilà, pour moi, une métropole, c'est aussi important qu'une grosse entreprise critique. La France a toujours été... Voilà, on n'a pas eu de débat en France là-dessus, mais avec certains de nos partenaires, à commencer par les partenaires allemands, qui sont dans une situation politique très différente, ça a été un très gros débat. Et puis l'autre domaine qui passe un peu inaperçu, mais c'est une évolution majeure, ce sont toutes les entreprises qui construisent le numérique. Les entreprises de services numériques, ceux qui construisent le substrat, qui jusqu'à maintenant... était passé entre les mailles du filet, on va dire. Donc là, le fait qu'il soit, et c'est une volonté d'ailleurs des acteurs français aussi de clarifier les choses, et bien que le fait que ceux qui construisent le numérique des autres soient eux-mêmes considérés comme critiques, ça va être une avancée absolument majeure. Donc
Un gros travail de transposition quand même, hein, ça reste une directive, donc ça va vous arriver, et mes équipes y travaillent déjà d'arrache-pied. Un travail de construction de l'écosystème qui permettra d'apporter les solutions aussi, parce que tout ne repose pas sur ceux qui sont régulés, mais il faut être capable de trouver des services et des produits de sécurité de confiance. Donc là, c'est également en cours. Et puis je pense que, au vu du retour d'expérience qu'on a eu avec le plan de relance, accepter de financer certains audits, d'aider certains acteurs à mettre le pied à l'étrier comme on a fait avec les hôpitaux et les collectivités locales, certaines collectivités locales, accepter de le faire dans le secteur privé, je pense que ça pourrait être particulièrement efficace. Merci. Merci. Maintenant, c'est M. Guimard, qui est Renaissance Meurthe-et-Moselle. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Le 4 décembre dernier, l'hôpital André Mignot de Versailles a été victime d'une cyberattaque d'ampleur de son réseau informatique. Le phénomène, ça a été rappelé, s'est multiplié ces dernières années, Corbeil-Essonnes, Charleville-Mézières en 2022. Les cyberattaques ne concernent pas seulement les hôpitaux, mais quand elles touchent les hôpitaux, elles sont particulièrement graves dans la mesure où elles peuvent mettre en péril, ça a été souligné aussi, la continuité des soins, la vie des patients, tout simplement. Pour répondre à ce phénomène, les ministres de la Santé François Braun et du Numérique Jean-Noël Barrot ont annoncé au cours de l'été dernier que 20 millions d'euros seraient consacrés à la cybersécurité des hôpitaux spécifiquement. Cet investissement financier illustre la prise de conscience nécessaire de ce phénomène. Je voulais simplement connaître votre réaction à cette annonce, c'est-à-dire est-ce que cette annonce ministérielle, cette réponse ministérielle vous paraît proportionnée aux menaces complexes et fréquentes que vous avez décrites? Merci, Monsieur le Directeur Général. Voilà, ça va. C'est un plan d'urgence. C'est très bien. C'est vraiment une très bonne chose. Il faut de l'argent. Après, ça reste de la réponse d'urgence. Ce qu'il faut maintenant dans la durée, c'est que les questions de sécurité soient intégrées dans les budgets des hôpitaux. Et pour dire ça de manière violente, ça fait une pierre de plus dans le sac à dos des directeurs d'hôpitaux, probablement. Et donc un arbitrage qui a bougé, c'est déjà le cas. Donc là, durablement, il faudra consacrer de l'argent à la sécurité, il n'y a pas d'autre option. Et l'autre chose, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est au-delà de l'argent, ce sont les ressources humaines. J'ai tendance à penser qu'avec tous les efforts qui ont été faits un peu partout, maintenant l'argent il est là, dans les hôpitaux. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, hein, c'est très clair. Par contre, les ressources humaines ne sont pas là. Et donc, moi, je suis impressionné par le dévouement des équipes informatiques dans les hôpitaux, tous ceux qu'on a pu aider. Ça, c'est des gens absolument remarquables. Et je ne le dis pas par démagogie, parce que vraiment, je l'observe, ils n'ont pas un métier facile. Dans un domaine où ils ne sont pas forcément reconnus, parce qu'ils ne sont pas soignants, tout simplement, reconnus à leur juste valeur, mais ils ne sont pas assez nombreux. Voilà. Donc, il va falloir que les hôpitaux, durablement, durcissent ces équipes informatiques, parce qu'aujourd'hui, elles reposent essentiellement sur des prestataires externes, et il y a tellement peu de personnes en interne que simplement piloter les prestataires, ils n'y arrivent pas en pratique, ils n'ont pas la ressource pour le faire. Donc renforcer ça va être essentiel, ça va coûter de l'argent, mais ça ira au-delà des enveloppes d'urgence qui ont pu être annoncées, et c'est ça à quoi on travaille aujourd'hui. Je vous remercie. Maintenant, c'est la parole est à Michel Guignot, qui est Rassemblement National de l'Oise. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs. Je voudrais évoquer rapidement le cas de la protection des établissements et entreprises françaises. Vous en avez parlé plusieurs fois face aux cyberattaques. Ces derniers mois, cela a été dit, de larges fragilités ont été exploitées par des groupes mal intentionnés. Le centre hospitalier de Versailles, le conseil régional de Normandie, la mairie de Chaville et bien d'autres sont autant d'exemples qui frappent toutes les strates de nos services publics. Pensez-vous que l'État donne réellement et suffisamment les moyens de soutenir les collectivités et institutions face à la menace cyber en augmentant les dépenses y affectées ? Ce n'est pas faute de méconnaissance ou de sensibilisation. Le succès de votre exercice Rempart 22 en est la preuve. Cette menace, vous le soulignez devant nos collègues du Sénat, évolue et notre réponse avec. Dernièrement, le gouvernement s'est positionné de façon favorable au remboursement des rançons réclamées par les attaquants sous condition d'un dépôt de plainte, ainsi que le recommandait la Direction générale du Trésor. La majorité des députés ont suivi l'avis du gouvernement et voté l'article 4 de la LOPMI validant cette pratique. Toutefois, de nombreux experts en cybersécurité semblent unanimes sur le fait que le paiement de la rançon donne raison à l'attaquant et ne fait qu'inciter d'autres malfaisants
à attaquer la France puisque nous nous révélons bons payeurs. Comment vous positionnez-vous face à ce dilemme? Allez-y. Coupez votre micro, monsieur Guignot. Voilà. On n'a pas été très bon en termes de com, collectivement, sur cette question-là. La question n'a jamais été d'inciter au paiement des rançons. Voilà. Et que ce soit avec mes collègues du Trésor ou du ministère de l'Intérieur, on a vu qu'il y avait une erreur qui avait été faite en termes de communication. La question était plutôt de clarifier le positionnement vis-à-vis des assureurs. Et alors ça, c'est un sujet qui est complexe, parce que il y a une assurance cyber qui se développe, et il faut qu'elle se développe. Parce qu'on ne gère pas du risque s'il n'y a pas quelque part une capacité assurantielle. Ça ne fait pas tout, mais on a besoin d'une telle assurance. Et les assureurs ont besoin qu'on leur dise clairement, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal. Et donc, le paiement des rançons n'est pas illégal. Il ne l'a jamais été, et il n'est pas interdit. Interdire le paiement des rançons, c'est une autre option. Hein. Moi, je trouve que ça pourrait avoir un sens, d'ailleurs, objectivement, même si je comprends, dans certains cas, que se garder cette possibilité, qui doit rester une possibilité ultime, est intéressante. Ce qu'il faut surtout éviter, et c'est là où il faut qu'on soit extrêmement vigilant, c'est que les assureurs deviennent finalement des experts du paiement de la rançon. Parce qu'une rançon, quand elle est bien dimensionnée, elle est suffisamment élevée pour être intéressante pour l'attaquant, mais elle est suffisamment basse pour que payer la rançon coûte moins cher que de réparer sans payer la rançon. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, les attaquants, ils ont compris où est-ce qu'il fallait mettre la barre. Alors parfois c'est 100 000 euros, parfois c'est 10 millions, en fonction de la victime. Mais voilà. Et donc, à mon avis, par tous les moyens, il faut empêcher les assureurs d'être ceux qui vont automatiquement, systématiquement payer, parce que ça va leur paraître, à court terme, plus intéressant d'un point de vue financier. Donc je pense que les équilibres qui ont été trouvés dans le cadre de la LOPMI permettent de revenir, et le débat parlementaire a été essentiel à mon avis pour le faire. Et puis il faut recommuniquer en disant très clairement que d'abord c'est pas magique de payer les rançons, mais il y a plein de cas, je vois plein de cas où manifestement les victimes ont payé et elles n'ont pas pour autant récupéré leurs données. Parfois ils payent et puis les données sont publiées sur Internet, donc ils sont bien avancés. Enfin bon, tout ça est extrêmement complexe. Et puis surtout, d'un point de vue systémique, c'est une catastrophe. Si on envoie le message d'un pays où les rançons sont payées, évidemment, on aura plus d'attaques. Donc il faut lutter avec force contre ça. Je vous remercie. Nous sommes arrivés... Non, Monsieur Dumont. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, merci pour votre audition et vos propos ce matin qui ont été éclairants sur la situation et sur les menaces auxquelles nous faisons face. Vous avez pu évoquer, je n'ai pas prévu de prendre la parole au départ, mais c'est suite à vos réponses aux auditions et aux différentes questions, mais vous avez évoqué l'importance des câbles sous-marins dans le traitement de l'information et la protection des données. Il s'avère que dans ma circonscription se situe l'usine ASN à Calais, qui donc est d'importance stratégique nationale. Et cette entreprise extrêmement importante est sous contrôle étranger, puisqu'il est sous contrôle finlandais via Nokia. Ne serait-il pas pertinent, et en complément de ce que vous avez évoqué en parlant de souveraineté sur ces données, sur ces questions de données, que l'État français investisse au capital et puisse rentrer au capital d'ASN via par exemple la BPI, afin de pouvoir s'assurer que les intérêts de notre pays soient pris en compte dans les décisions d'entreprise, en particulier en ce qui concerne par exemple une stratégie de personnel, de recrutement, de déploiement des câbles et de maintien de l'outil stratégique, parce qu'on a cet outil qui existe et qui est unique en réalité, parce qu'il n'y a que 3 opérateurs dans le monde qui l'ont. Il doit y avoir, si je ne dis pas de bêtises, les Japonais, les Américains qui doivent l'avoir. Et donc, quels sont les moyens de renforcer la présence de notre État aux côtés de cette entreprise stratégique? Je vous remercie. D'ailleurs, la Chine un peu aussi, qui sait faire des câbles. Donc vous l'avez compris, c'est un peu en marge de mes responsabilités. Le cas d'ASN est regardé depuis le départ, depuis le rachat d'Alcatel-Lucent par Nokia, évidemment, est regardé, traité. Ça fait partie de ce que je peux en voir de toutes les contraintes mises au rachat, et c'est extrêmement suivi. Donc, je ne pense pas qu'il y ait à s'inquiéter sur l'avenir d'ASN, qui est en effet une belle entreprise, qui est absolument essentielle, et c'est un avantage pour la France à tout point de vue de disposer de ça.
plus généralement, voilà, ça pose la question de comment est-ce qu'on fait pour protéger au mieux, héberger au mieux ce genre d'activité critique pour notre souveraineté. Et là, je n'aurai pas de réponse, évidemment, un peu simpliste en 3 mots. Mais on doit garder une vigilance absolue. Et je rejoins, enfin, s'il y a un moment, il faut que de l'argent public soit investi pour en garantir la pérennité en France, ça me paraît du bon sens, très clairement. Au-delà des câbles, je pense qu'il faut avoir un petit peu la même démarche sur d'autres domaines qui sont peut-être moins physiques, mais sur les sujets de cloud et tout ça, la même question peut se poser. Je ne dis pas qu'il faut faire des clouds d'État, des entreprises d'État pour faire du cloud, mais il faut une vraie vigilance et peut-être avoir une capacité d'investissement, parce que c'est ça qui manque parfois, c'est être capable de mettre beaucoup d'argent là où les concurrents américains et chinois le font très très bien, dans ces entreprises qui sont véritablement stratégiques, au-delà du poids économique que ça représente. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de ces explications extrêmement éclairantes. Nous sommes arrivés maintenant au terme de cette audition. Je crois que chacun a pu comprendre, beaucoup mieux mesurer les enjeux de la question. Je vous poserai simplement, puisqu'on en est au testament, puisque vous quittez votre fonction, une question vraiment élémentaire, une question, je veux dire, de journalistes et même de journalistes incompétents. Les journalistes sont très très, très souvent compétents, mais imaginons que je sois un journaliste incompétent. Et quel est, au moment où vous quittez, vous avez mis en place tout un ensemble de choses, quelle est la priorité des priorités que vous assignez à votre successeur? Est-ce que c'est de concourir par exemple, au développement de la formation? Est-ce qu'on a assez de compétences, de gens compétents dans le CIDER? Est-ce que c'est de mettre plein feu sur la transformation de l'Europe, c'est-à-dire l'acquisition d'une culture de l'indépendance cyber et pas seulement de la protection cyber? Quel est votre message principal? Vous avez le droit à une réponse. Terrible comme question. Ce qui, à mon sens, est absolument essentiel à préserver et même à développer, c'est le lien entre une agence qui est très technique, qui est l'ANSSI, technique et opérationnelle, avec le plus haut niveau de l'État. Si nos plus hauts décideurs n'ont pas ce sujet cyber à intégrer dans leurs équations, qui sont éminemment complexes, évidemment, eh bien, je suis persuadé que les résultats seront décevants et voilà, les conséquences pourraient être dramatiques pour nous sur le long terme. Donc évidemment, il y a 1000 sujets, tout est très complexe. Le sujet cyber, c'est un sujet complexe en plus, qui en plus a une adhérence technique qui peut être un peu repoussoire dans certains cas. Mais je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où penser le monde, penser les problèmes que l'on peut avoir sans intégrer le cyber, c'est la garantie de se tromper dans les choix qui seront faits. Très bien, c'est un excellent message d'un haut fonctionnaire. Quel est le message du haut fonctionnaire? Qui soit enfin entendu des pouvoirs politiques. Alors vous avez fait ce qu'il fallait aujourd'hui pour être entendu de nous, et nous entendons pleinement le message que vous nous avez donné, et nous espérons que effectivement cette préoccupation sera prioritairement reprise par l'ensemble des groupes politiques et par le gouvernement de la République. Ça nous paraît essentiel d'avoir ça effectivement en tête.